Israel appeared ready to agree to extend the ceasefire, while Hamas refused. ישראל לא תנהל משא ומתן תחת אש. Sur i24 News, on démarre ensemble cette semaine d'information, une semaine qui débute avec ce nouveau cessez-le-feu de 72 heures, un cessez-le-feu qui est entré en vigueur dans la nuit. Une délégation israélienne est au Caire afin de reprendre les négociations sous l'égide de l'Égypte. La délégation était entrée en Israël vendredi dès la rupture de la trêve par le Hamas et les autres organisations terroristes palestiniennes à Gaza. Elle est entrée en vigueur donc cette nuit. Quelques minutes avant la trêve, une salve de roquettes et de missiles a été envoyée sur le sud d'Israël, notamment à Ashdod et Be'er-Sheva, ainsi que sur de nombreuses localités situées autour de la bande de Gaza, mais aussi sur le centre d'Israël où un missile a explosé dans un terrain vague entre Bat Yam et Holon. Au cours du week-end, plus de 150 roquettes ont été tirées sur le sud du pays. L'armée israélienne a bombardé plus d'une centaine de cibles terroristes. Et cette colère également des habitants qui habitent les pourtours de la bande de Gaza. Certains parlent même de révolte après que le gouvernement israélien a indiqué qu'ils pourraient retrouver leur maison en toute sécurité. Autre titre aujourd'hui, élu président, Erdogan assoit son règne et prêche la réconciliation. Comme le suggéraient les sondages, l'homme fort du pays a largement devancé ses deux adversaires dès le premier tour du scrutin. Il propose dans le même temps son aide à la bande de Gaza en gérant administrativement et militairement le port. Et ce matin, comme tous les matins depuis plus d'un mois, on va tenter de décrypter la situation avec notre panel de spécialistes. À présent avec moi sur ce plateau, Jacques Neria, bonjour, ancien officier des renseignements et consultant pour i24 News. Daniel Rouache, président de la Chambre de commerce France-Israël. Bonjour à vous et Cyril Amar. On va dans un instant regarder ce qui se dit dans la presse israélienne. Merci messieurs d'être avec moi sur ce plateau. Jacques, ma première question, et je me tourne vers vous avec ce nouveau cessez-le-feu de 72 heures, une impression de déjà-vu finalement. Est-ce que 72 heures, ça va suffire pour aboutir à un accord? Tout à fait, c'est freudien, c'est ce que vous venez de dire. Donc, c'est reparti pour une énième fois. Les accords, je dirais, sur la levée de l'embargo autour de Gaza prendront beaucoup de temps. C'est une affaire très minutieuse, surtout l'affaire du port, l'affaire de l'aéroport, la reconstruction économique. Tout ne peut se passer que sous un calme total, donc sous un début de démilitarisation, entre guillemets, ou au moins une cessation de l'armement de la part de Hamas. Donc, au bout de 72 heures, je pense qu'on va se retrouver avec de nouveaux missiles, et puis ça sera de nouveau une autre trêve, et encore, ça durera. Donc, ce que les Américains appellent low intensity crisis management, donc c'est une gestion de crise à basse intensité. Donc les deux parties gardent une certaine tension militaire, juste assez pour pouvoir continuer la négociation, et pas assez, c'est une basse intensité, pas assez pour créer une situation de guerre, et de toute façon pas assez non plus pour ne pas avancer. Si cette trêve de 72 heures en principe, c'est une guerre d'usure. En principe, c'est une petite guerre d'usure. Et est-ce qu'on peut craindre une escalade après ces 72 heures si aucune solution n'est trouvée? Dans ce jeu-là, je dirais que Hamas sera le perdant, parce que, comme vous l'avez remarqué ces 3 derniers jours, donc c'est l'aviation israélienne qui matraque, je dirais, la bande de Gaza. Donc sans beaucoup parler, on cible
40, 50, 100 cibles par jour, ça fait déjà énorme. Au bout de 3-4 jours, ça devient, je dirais, une masse critique qui pèse lourdement sur l'ossature de Hamas. Alors, qu'est-ce qui est très exactement visé par ça? Lorsqu'on dit une centaine de cibles ont été visées Alors, par l'armée israélienne. rappelez-vous, pendant cette opération, nous avons eu beaucoup de prisonniers. Donc, si au début de cette confrontation militaire, nous avions ce qu'on appelait dans la banque de cibles 1500 cibles, nous avons terminé le mois avec 4000 cibles. Donc, nous avons maintenant de nouveaux prisonniers, des prisonniers qui sont en train d'être interrogés. Donc nous avons une... Alors qu'est-ce qu'on va en faire? On va les interroger, on va les garder. Essayer de comprendre un peu plus quelles étaient les motivations du Hamas. Motivation, logistique, doctrine de combat, tout cela se révélera. On aura de nouvelles cibles. Ils vont nous dire où habite ce monsieur-là, où habite cet autre responsable. Et de cette façon-là, où sont les dépôts d'armes, où sont les tunnels, on saura beaucoup plus à la fin de cette interrogation. Un mot également, Jacques, de cette délégation israélienne qui serait déjà arrivée ou pas au Caire. Les rapports, selon qu'on soit égyptien ou israélien, sont assez discordants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une délégation israélienne au Caire ce matin? Écoutez, selon mes sources, ils sont déjà là-bas. Et de toute façon, s'ils ne sont pas là-bas, ils seront là dans l'heure qui vient. Selon ce que je sais, ils sont déjà sur place. C'est toujours pareil. Donc, on essaie par raison de sécurité, et je dirais en premier lieu, de ne pas dire exactement à quelle heure ils arrivent. Ils sont arrivés avant le cessez-le-feu ou pas? Non, ils sont arrivés après le cessez-le-feu. De toute façon, l'avion a décollé après le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu était à minuit. Donc, selon les sources, même je pense que c'est un journal égyptien, Lyon Messam, qui rapporte le fait qu'ils sont arrivés à 3 heures du matin. Donc, je dirais l'honneur est sauf. Au sein de ce cabinet de sécurité, on commence à entendre, et continue à entendre des voix qui disent que ce cessez-le-feu ne va pas durer. Comme vous le disiez il y a quelques instants, au bout des 72 heures, on va revenir vers une forme de violence. Les surenchères sont des surenchères politiques ici. Il est clair que Bibi regarde, M. Netanyahou, notre Premier ministre, regarde à droite et à gauche, et il est attaqué des deux fronts. Donc, ceux de droite, comme Lieberman et Bennett, qui ont préconisé dès le début la reconquête de la bande de Gaza, la destruction du Hamas et la mise en place d'un autre système, continuent à dire la même chose, sans prendre la responsabilité. Donc, de l'autre côté, Netanyahou, qui est plus responsable, enfin, c'est le Premier ministre, il ne va pas s'engager, surtout vu la présentation horrifique que l'armée lui a faite à propos des conséquences de la pénétration de la bande de Gaza, de la reprise de la bande de Gaza, avec des centaines de morts des soldats tués, avec des milliers de Palestiniens tués, et 5 ans d'occupation. Tout cela est loin de ce que M. Netanyahou voudrait faire. Donc, dans ces cas-là, effectivement, ce sont des surenchères politiques, il n'y a rien derrière. Jacques, on va revenir à l'un de vos anciens rôles. Vous étiez conseiller politique d'Yitzhak Rabin. Qu'est-ce que vous conseilleriez en ce moment même à Benjamin Netanyahou, en tout cas au bout de ces 72 heures? Écoutez, les négociations vont continuer. Il ne faut pas qu'on ne soit pas dupe. Les déclarations, on ne va pas négocier sous le feu. Les négociations vont continuer. Il y aura certainement des papiers qui seront échangés. Donc, et il faudra tout simplement voir dans quelle mesure est-ce qu'Israël pourra sauvegarder ses intérêts. Et l'intérêt suprême d'Israël, c'est de rétablir le calme pour une longue durée entre nous et la bande de Gaza. À partir de là, tout se déduit. Donc, si jamais cette donnée est acquise, donc c'est le fait que Hamas dise OK, nous n'allons plus tirer sur la bande d'Israël, à partir de là, je dirais, les positions d'Israël peuvent être peuvent changer. Donc on peut trouver un arrangement pour la bande, pour le port. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. L'aéroport aussi, la reconstruction aussi. Je dirais, Hamas et les Palestiniens bénéficieraient beaucoup plus d'un calme que d'une situation d'hostilité avec Israël. Et ceux qui appellent, comme Avigdor Lieberman ou encore Yuval Steinitz il y a quelques jours, à reprendre le contrôle sur la bande de Gaza, et vous leur répondez quoi? Est-ce que c'est au rang éventuellement du programme de l'armée israélienne au vu des développements de cette opération? La question que je poserai toujours, c'est ce que le politique dit, quelle est l'autre alternative? OK, nous avons reconquis la bande de Gaza, qu'est-ce que nous faisons avec ça? Est-ce que nous allons pouvoir débarrasser la bande de Gaza? Je dirais, il faut se rappeler que Hamas a été élu, non pas entre guillemets, mais il a été élu démocratiquement. C'est le choix du peuple de Gaza, ça c'est un premier temps. En deuxième temps, l'autorité palestinienne n'a pas la force de reprendre la bande de Gaza. Donc quelle est l'alternative? Que nous soyons sur place?
Ce n'est certainement pas une alternative en se rappelant le fait que chaque 12 ans, dans la bande de Gaza, il y aura une multiplication de la population. Donc d'ici 12 ans, on va se retrouver non pas avec 1 800 000 Palestiniens dans la bande de Gaza, avec 3,6 millions. Est-ce qu'on peut gérer cette situation? Non. Donc il faut être réaliste, il faut être concret, pragmatique, prendre ce qu'il y a et essayer d'arriver à un résultat, et je dirais, qui est passable. Je dirais qu'on passe l'examen et non pas avec brio. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Il faut se suffire de ce qu'on a. Merci Jacques. Alors justement, on va prendre la direction de la frontière avec la bande de Gaza. On rejoint notre envoyé spécial sur place, Maxime Pérez. Bonjour Maxime, quelle est la situation ce matin à la frontière? Eh bien, situation calme, conformément au cessez-le-feu qui est entré en vigueur à minuit. Pas un tir de roquettes n'a touché la frontière sud d'Israël, ce secteur frontalier de la bande de Gaza. Mais hier soir, le Hamas, juste avant l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu de 72 heures, a tiré une ultime salve d'honneur de roquettes contre la profondeur du territoire israélien, avec des tirs contre les localités de Beersheva, d'Ashdod, et même un tir de roquette contre la région du Gush Dan, de Tel Aviv. Pas d'interception du système antimissile Dôme de Fer. Le missile serait tombé dans une zone non habitée. Maxime, habituellement, dans le nord de la bande de Gaza, ou en tout cas à la frontière nord, là où vous vous trouvez, près du kibbutz Nir-Am, on a l'habitude de voir derrière vous des tanks de l'armée israélienne. Est-ce que ce matin il y en a? Oui, ils sont toujours positionnés à quelques dizaines de mètres derrière nous. Il y a des tanks en alerte. L'état d'alerte est maintenu du côté de l'armée israélienne, même si l'expérience de la première trêve de 72 heures a prouvé que les factions palestiniennes respectaient ce cessez-le-feu. Mais néanmoins, des troupes sont encore déployées. Il y a des tanks, il y a des unités d'artillerie positionnées plus en amont. Et évidemment, si des tirs de roquettes ou de mortier devaient de nouveau viser cette région frontalière de la bande de Gaza, comme ce fut le cas depuis vendredi, eh bien, ces unités au sol interviendraient aussitôt. Merci Maxime, en direct donc de la frontière avec la bande de Gaza. On reviendra vers vous tout au long de cette édition consacrée à la situation. Jacques, une question, cessez-le-feu de 72 heures avec, on le voit, des forces qui sont en dehors de la bande de Gaza mais qui restent un peu sur le qui-vive. Comment ça se passe? Comment c'est vécu par les militaires sur le terrain? Écoutez, j'aborderai la question d'une autre façon. Je dirais que il faut se rappeler que Hamas, je m'exprime en des termes très crus, a reçu une raclée. Mais simplement, comme il est forcé publiquement et à son audience de dire, écoutez, non, je suis bien, j'ai conquis, j'ai vaincu, les drapeaux sont là. La vérité, c'est que le Hamas a reçu, franchement, je dirais, de grands dégâts. Actuellement, si ce n'était pas le cas, il n'aurait pas accepté le cessez-le-feu. Ça, c'est d'un. De deux, nous sommes dans une situation où nous, militairement, nous ne sommes pas capables de traduire ça en des acquis politiques. Ce qui se passe aujourd'hui, à cause de la situation régionale, c'est que l'ONU est mise surtout sur l'Égypte. Et l'Égypte, c'est elle qui gère la question, c'est elle qui va tirer le lapin du chapeau, et c'est elle qui va forcer Hamas à accepter les conditions. Déjà, Hamas a accepté le cessez-le-feu imposé par l'Égypte. Déjà, le Hamas est en train d'accepter le fait que l'autorité palestinienne sera présente à la frontière avec l'Égypte, donc à Rafah, dans le passage. Donc de ce point de vue-là, il ne faut pas se tromper. Nous n'avons pas perdu, mais nous n'avons pas gagné. Mais de toute façon, eux aussi n'ont pas perdu totalement, n'ont pas été cassés totalement. Donc dans ce contexte-là, les militaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils se préparent. On leur donne des ordres. Écoutez, à toute éventualité, s'il faut reprendre la bande de Gaza, rentrer de nouveau une incursion terrestre, c'est une question de il faut tout simplement prendre le téléphone et dire foncez. C'est tout. On va en reparler dans quelques instants. On passe à présent à la revue de presse du Moyen-Orient avec vous, Cyril. Et on démarre en jetant un coup d'œil sur les étalages des kiosques turcs.
Et sans grand suspense, c'est Recep Tayyip Erdogan qui a remporté cette élection présidentielle. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Erdogan élu 12e président de la République. C'est le titre choisi ce matin par nos confrères du quotidien populaire turc Hurriyet. Sous la photo, vous allez le voir, du nouveau chef d'État et de son épouse à 60 ans seulement. Et après avoir exercé les fonctions de Premier ministre pendant 11 ans, Recep Tayyip Erdogan a remporté donc dimanche sa 9e élection consécutive. Un seul tour aura suffi, souligne de son côté en une le journal populaire centriste Milliyet, alors que le journal de la droite nationaliste, vous le voyez, Türkiye, salue le triomphe du Milletin Baskani, comprenez en français dans le texte le président de la nation, et oui de la nation, un terme préféré à celui de république par nos confrères du Türkiye. Alors en remportant près de 52% des voix, note le site franco-turc Zaman France, le Premier ministre entre dans l'histoire comme premier président de la République, élu au suffrage universel direct. Bienvenue dans une nouvelle ère, ironise de son côté l'éditorialiste du Hurriyet, Nuray Mert, l'ère de la nouvelle Turquie qui débute avec cette élection, donnant ainsi le coup d'envoi à la réforme du parlementarisme au profit du présidentialisme, un processus qui, selon la journaliste, culminera avec l'avènement d'une République populaire de Turquie. Alors, République populaire de Turquie, c'est une certaine consonance. Attention aux dérives autocratiques, met en garde ce matin le Zaman France, car si le régime parlementaire turc prévoit un rôle essentiellement honorifique pour le président de la République, l'ambition d'Erdogan, lui, c'est de se bâtir un système présidentiel sur mesure. Un Erdogan qui ne tolère pas la critique et qui verse dans l'islam politique. C'est une Turquie donc qui s'éloigne un peu plus de l'idéal laïque de son père fondateur, Kemal Atatürk. Et ce qui fait les grands titres, Cyril, de la presse israélienne et palestinienne également, eh bien c'est bien évidemment, et on en parlait il y a quelques instants, cette nouvelle trêve de 72 heures. Oui, avec cette question en une du Israël Hayom, est-ce que cette fois sera la bonne? C'est donc la question que se pose ce matin la rédaction du journal gratuit, proche du pouvoir. Calendrier à l'appui, vous allez le voir, le tabloïd à grand tirage Yediot Ahronot rappelle de son côté que c'est la 12e fois qu'Israël accepte une trêve. Alors pendant ces 3 jours d'accalmie, qui du Hamas ou d'Israël cédera le premier? Pour le quotidien proche du Hamas, Arisala, qui paraît à Gaza, ce sera la trêve de la dernière chance. Intransigeant, lui, le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Mashal, a réaffirmé lors d'une interview à nos confrères de l'AFP, qui est relayée ce matin par le journal palestinien Al-Quds, qu'il n'y aura pas de trêve durable sans levée du blocus de l'enclave palestinienne. Tout cela, nous dit Alex Fishman, l'expert militaire du Yediot Ahronot, bien tout cela ressemble à un cirque. C'est le cirque du Caire, écrit l'éditorialiste. Tous les artistes souhaitent que la trêve soit prolongée. Le problème, c'est qu'aucun des saltimbanques ne veut tenter le saut périlleux, de peur de se louper et de s'écraser tout bonnement au sol. Tant que cette situation perdurera, les violences sont de beaux jours devant elle, conclut Fishman. Et si ces négociations devaient durer, comme cela semble être le cas, averti de son côté Zvi Barel, l'expert du monde arabe, dans les colonnes du Haaretz, eh bien Israël devrait tout simplement en profiter. Pourquoi faire? Eh bien pour renforcer le statut de Mahmoud Abbas. Comment? En exigeant par exemple que l'accord de cessez-le-feu soit signé par le président de l'autorité palestinienne et non pas par Khaled Meshal. Faute de quoi, conclut Barel, Israël pérenniserait à jamais le contrôle du Hamas dans la bande de Gaza. Merci Cyril. Une donnée également ce matin et dont on a largement reparlé ce week-end sont ces habitants du Sud qui désertent leur village. Certains d'entre eux ont décidé de ne pas rentrer chez eux. Trop de roquettes, trop de menaces aussi concernant les tunnels. Maël Benoliel est allé à leur rencontre. Regardez. Jeux d'enfants désertés, garderies fermées, les enfants de cette localité frontalière de la bande de Gaza ne montrent toujours pas le bout de leur nez. Et pour cause, le kibboutz de Nahal Oz a été durement touché après plus d'1 mois d'hostilité entre le Hamas et Tsahal. Une situation qui n'a toujours pas l'air de revenir à la normale après que les tirs de roquettes aient repris depuis la fin du cessez-le-feu. Malgré l'avis favorable du gouvernement israélien, le responsable de la sécurité de ce kibboutz a avisé les habitants de ne pas suivre les conseils des autorités et de rester loin de leur maison, située à 800 mètres seulement de la bande de Gaza et cible privilégiée des obus de mortier et autres tunnels du Hamas. Le message que nous avons fait passer aux habitants est que pour le moment, ils ne doivent pas revenir puisque le calme n'est pas revenu. À partir du moment où le cessez-le-feu s'est terminé, les tirs de roquettes ont recommencé. Il n'y a donc aucune raison pour faire revenir nos enfants ici. 350 habitants en temps normal dans cette localité agricole. Ils sont seulement 70 à être restés pendant l'opération Bordure Protectrice pour tenter de maintenir la vie du kibboutz. Mais à l'heure de faire les comptes, ces habitants de la ligne de front ne s'y retrouvent pas vraiment.
Je me sens mal. Nous espérions que ces lourds combats avec lesquels nous avons vécu pendant plus d'un mois, au-dessus de nos têtes, nous apportent du changement, un peu de paix et surtout du silence. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. C'est difficile de se dire que cela va continuer comme ça. Nous avons du mal à croire le gouvernement, car ce qu'il fait pour nous n'est pas suffisant. Le gouvernement, il fait des décisions qui prennent en considération toute la population. Et peut-être que quelques roquettes par jour sur quelques kibbutz à côté de Gaza, c'est pas tellement terrible pour le gouvernement, mais pour nous, c'est 100% de risque. Et nous ne voulons pas prendre ce risque. Nous voulons vivre en sécurité. Les familles de Nahal Oz, comme toutes celles qui habitent dans les localités frontalières, espèrent que la vie reprendra son cours au plus vite, alors que la rentrée scolaire approche à grands pas. Mais d'après un sondage réalisé il y a quelques jours auprès des habitants du sud d'Israël, plus de 20% d'entre eux souhaiteraient tout simplement s'exiler définitivement vers des régions d'Israël moins menacées par le terrorisme. Alors on va voir si c'est le cas pour Avi Kadosh du kibbutz Nir Avi. Vous êtes en ligne avec nous. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Alors on parle de cette colère des habitants du Sud. Certains utilisent même le terme de rébellion. Pourquoi le gouvernement israélien a-t-il dit aux habitants de revenir dans leurs habitations alors que la situation finalement est toujours la même avec ces centaines de roquettes qui se sont abattues sur le sud du pays ce week-end? Vous avez l'impression que c'était trop tôt? Certainement, c'était trop tôt. Je pense que l'impression de colère est compréhensible. Je ne sais pas si ce mot rébellion qui a été utilisé ces derniers jours est réellement adapté à notre conduite. Mais en fait, la colère, je pense qu'elle est plutôt naturelle, puisque une grande partie des habitants qui étaient éloignés de cette région a reçu le message qui a été lancé jeudi dernier et a commencé à revenir dans les différents kibbutz près de la bande de Gaza. Et vendredi matin, en fait, on a compris que le cessez-le-feu était réellement un cessez-le-feu et qu'à 8h du matin, tout avait repris. Vous concernant, vous êtes toujours dans votre kibbutz, vous ne l'avez pas quitté. Votre famille n'y est pas depuis le début de l'opération ou avant. En tout cas, on va revenir sur ça. Vous tenez à rester dans votre kibbutz ou vous envisagez, comme bon nombre de familles qu'on a entendues, notamment ces dernières heures, partir du kibbutz? Non, je vis au kibbutz. Je ne tiens pas entre parenthèses. Je ne vis pas là-bas. Je ne reste pas là-bas parce que je suis le dernier fou de la région. Je vis là-bas parce que je travaille, parce que je gère 2 autres kibbutz qui sont sur la bande de Gaza, et que je suis dans une position pareille. Je ne peux pas me permettre de bouger de cette région, et lorsqu'il y a des menaces pareilles. Mais et quant à ma famille, mes enfants et petits-enfants s'étaient éloignés pendant une période de à peu près 1 mois depuis le début de l'opération. Pour notre... Je ne sais pas dire notre joie. Eux ont décidé de revenir au kibbutz et jouent avec l'espoir que ce dernier cessez-le-feu qui a débuté cette nuit serait le départ d'une nouvelle période. Et je suis content de revoir ma famille. J'espère que nous ne nous tromperons pas, puisque il faut admettre qu'il y a d'autres kibbutz qui sont encore plus proches, plus serrés de la ville de Gaza même, comme vous l'avez noté au kibbutz Nahal Oz, où personnellement, c'est un kibbutz que je gère aussi. Là-bas, je leur demande de ne pas se presser et d'attendre encore les prochaines réactions avant de décider si tout le monde reviendrait au kibbutz ou si on attend encore une période de quelques semaines. De la prudence donc avant des temps meilleurs que l'on souhaite pour vous. En tout cas, merci beaucoup Avi Kadosh d'avoir été avec nous ce matin. Je me tourne vers vous à présent, Daniel Roa. Je le rappelle, vous êtes président de la Chambre de commerce France-Israël. Ces habitants, et on l'a entendu au niveau de l'agriculture, il y a beaucoup de pertes pendant cette période. Que fait le gouvernement pour venir en aide à ces kibbutzim autour de la bande de Gaza ?
Tout d'abord des aides financières, des effets d'annonce. Il faut dire très franchement, Yair Lapid fait des très belles annonces, mais avant que l'argent rentre véritablement dans les caisses des agriculteurs. C'est ça, on a entendu beaucoup d'habitants qui disaient se plaindre de ne pas avoir reçu encore les aides qu'on leur avait promises au moment de pilier de défense, c'est-à-dire en 2012. Écoutez, Yair Lapid vient de perdre récemment une bataille. Il voulait mettre en place un système pour les logements avec la TVA à coût zéro, pour les nouveaux logements. Actuellement, il essaie de se repositionner, donc un effet d'annonce exceptionnel avec des montants élevés. Les Israéliens décodent immédiatement. Oui, à un moment donné, il va y avoir une aide, mais ça va prendre énormément de temps. Et ça fait partie, pour moi, d'un concept plus général qui s'appelle le dôme de fer économique. Ce dôme économique, on a déjà anticipé. En cas de guerre, il faudra rembourser. Donc on a mis déjà des cagnottes de côté. On sait qu'on doit rembourser. On a déjà des estimations. Malheureusement pour Israël, nous avons ces périodes de guerre qui se renouvellent. Donc on sait de mieux en mieux comment opérer. Il faut être optimiste. Ce dôme de fer économique touche avant tout la zone autour de Gaza. On essaie de protéger sur le plan économique les agriculteurs, également les petits commerçants, également les services. Il y a une productivité qui a chuté de manière absolument dramatique dans les différentes usines. Certaines usines ont fermé leurs portes. Donc sur le plan économique, on est dans une situation entre les deux. Il faut reconnaître aussi que nous sommes au milieu de l'été. Beaucoup de gens devaient passer des vacances. Donc il devait y avoir une certaine forme de tranquillité. Mais les Israéliens ont une capacité étonnante de rebond. Donc on sait qu'il y a un passage difficile. Au bout, il va y avoir... Il y a aussi une résilience en économie. Oui, il y a une résilience, mais je dirais que cette résilience, elle se sent tous les jours. Les gens vont au travail, surtout autour des grandes régions qui sont attaquées. Ils vont au travail, mais ils ne travaillent pas vraiment. Ils sont présents, il y a une forme de solidarité. Vous voyez tous les parkings pleins, mais vous voyez beaucoup de gens qui ont la tête ailleurs. Quand vous avez des milliers de jeunes qui sont à l'armée, à Tsahal, l'angoisse est permanente. Les gens n'en parlent pas parce qu'on évite d'en parler en permanence. C'est une obsession, on regarde des news en permanence et tout ça crée beaucoup de problèmes qui se répercutent bien entendu sur l'économie. Les chiffres sont mensongers. C'est-à-dire que lorsqu'on dit, par exemple, Israël, avec cette guerre, va perdre 4 milliards d'euros, en fait, il y a également des dégâts qui sont des dégâts psychologiques, des dégâts de gens qui auraient pu continuer à développer, qui sont dans une situation entre les deux. L'avantage d'être israélien, c'est très simple. On n'arrête pas de danser, on n'arrête pas la guerre. Pendant la guerre, on n'arrête pas de travailler, on continue, on doit travailler, on doit aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui fait l'excellence israélienne, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas. Et vous voyez qu'au moment où il va y avoir une véritable trêve, l'économie va rebondir de manière assez exceptionnelle. On va en reparler avec vous dans quelques instants. Jacques, vous corroborez ces propos, cette capacité de résilience des Israéliens. Le problème principal pour Israël aujourd'hui, c'est dans 2 semaines, c'est le début de l'année scolaire. Qu'est-ce qu'on fait avec les centaines de milliers d'enfants qui doivent aller à l'école juste autour de la bande de Gaza? Et ça, il faudra arriver à une solution bien avant la fin de septembre. Merci Jacques Neria d'avoir été avec nous. Cyril, on vous retrouve en deuxième partie d'édition. Daniel aussi, vous restez en notre compagnie. Une courte pause de 2 minutes. On revient juste après. À tout de suite. À Tel Aviv, nous sommes en direct sur i24 News depuis Tel Aviv donc, et cette nouvelle trêve de 72 heures, une délégation israélienne est au Caire afin de reprendre les négociations sous l'égide de l'Égypte. La délégation était rentrée en Israël vendredi dès la rupture de la trêve par le Hamas et les autres organisations terroristes palestiniennes de Gaza. Et quelques minutes avant ce cessez-le-feu, une salve de roquettes et de missiles a été envoyée sur le sud d'Israël, Ashdod, Be'er-Sheva et de nombreuses localités autour de la bande de Gaza, mais aussi sur le centre d'Israël, où un missile a explosé dans un terrain vague entre Bat Yam et Holon.
Au cours du week-end, plus de 150 roquettes ont été tirées sur le sud du pays. L'armée israélienne a bombardé plus d'une centaine de cibles terroristes et cette colère également des habitants qui sont dans le pourtour de la bande de Gaza. Certains parlent même de révolte après que le gouvernement israélien a indiqué qu'ils pouvaient retrouver leur domicile en toute sécurité. Autre titre de l'actualité ce matin, élu président, Erdogan assoit son règne et prêche la réconciliation. Comme le suggéraient les sondages, l'homme fort du pays a largement devancé ses deux adversaires dès le premier tour de ce scrutin disputé pour la première fois au suffrage universel direct. Avec 52% des suffrages, il propose en même temps son aide à la bande de Gaza en gérant administrativement et militairement le port. Voilà donc pour l'essentiel des titres. Nous sommes toujours avec Daniel Rouage, président de la Chambre de commerce France-Israël. Merci d'être avec nous et d'être resté. Nous ont rejoint sur ce plateau Betsabé Salem. Bonjour, Betsabé. Mathias Inbar, merci d'être avec nous. On va se rendre dans quelques instants à la frontière avec la bande de Gaza pour rejoindre notre envoyé spécial sur place, Maxime Pérez, prendre le pouls dans la région. Mais tout de suite, cette question, Daniel, sur laquelle on va revenir. Combien de temps Israël, au niveau économique, Israël est capable de gérer cette crise et ce front à Gaza? Alors sur le plan économique, honnêtement, on n'a pas de problème puisqu'on n'assiste pas à de désinvestissements venant d'entreprises étrangères qui ont investi ici en Israël. La bourse de Tel Aviv est d'une solidité à toute épreuve. En fait, c'est un Comment véritable... on explique qu'elle n'ait pas fluctué au cours de cette opération? L'effet d'expérience. L'effet d'expérience. À la bourse de Tel Aviv, on a des jeunes qui connaissent absolument parfaitement l'évolution israélienne, ont une certaine expérience des années précédentes et savent quels sont les éléments clés qui vont faire bouger les choses. Il n'y a pas eu, vu du côté de la bourse de Tel Aviv, un élément saillant qui aurait fait baisser la valeur des actions de la bourse de Tel Aviv. À Tel Aviv, très honnêtement, on ressent beaucoup moins la crise qu'autour de Gaza, à Sderot et les autres villes du sud. Donc la bourse de Tel Aviv a très bien réagi. Il y a eu même un paradoxe. À un moment donné, la bourse de Tel Aviv s'est développée de manière positive pendant quelques jours. Ensuite, c'est retombé. On sait également que Tel Aviv est très observé du monde entier, cette bourse. Donc les responsables de la bourse et ceux qui sont les traders savent que tout signe avant-coureur d'une chute pourrait être très très mal interprété. Donc il y a un certain sang-froid qui règne, il y a une expertise réelle, il y a une observation directe des grands mouvements autour de Gaza, mais l'économie israélienne n'est pas liée au marché local. L'économie israélienne est liée à l'international. Les Israéliens sont devenus spécialistes du management des risques. Il faut savoir qu'un tiers de l'export va aux États-Unis, un tiers à l'Europe, un tiers en Asie. Les grandes valeurs israéliennes sont des valeurs du high-tech. C'est des valeurs qui n'ont absolument pas bougé, au contraire. La seule chose que nous savons, c'est que pendant cette guerre, pendant cet été, beaucoup de sociétés internationales qui devaient éventuellement racheter des entreprises israéliennes, qui devaient faire ce qu'on appelle des due diligence. Pour acheter une société, vous devez venir avec des équipes ici en Israël. Il y a un temps d'arrêt. Donc très certainement, au mois d'octobre, novembre, décembre, les choses vont revenir dans la normale et il va y avoir un phénomène de rattrapage. On revient sur ce thème que l'on abordait il y a quelques instants, ce thème des compensations du sud du pays. Comment est-ce que le gouvernement décide de compenser les populations qui ont souffert de cette opération bordure protectrice et en fonction de quoi? Parce que finalement, on sait que les villes d'Ashkelon, elles ont été touchées par les roquettes, elles ont aussi souffert de cette opération. Elles ne vont pas forcément être indemnisées au même titre que les villages avoisinant la bande de Gaza. Écoutez, Maxime Pérez se trouve au kibbutz Niram. C'est l'un des kibbutz qui a le plus souffert. On sait faire des estimations. À partir du moment où c'est une zone agricole dans laquelle vous avez des tanks qui sont à la place de l'agriculture, vous avez une perte sèche qui est évaluée en chiffre d'affaires. Donc on connaît l'évolution des petites boutiques, des magasins, des grands centres commerciaux et autres. On sait quelles sont les pertes qui sont en train de se produire actuellement. Il va y avoir une preuve comptable d'une chute réelle des chiffres d'affaires et à un moment donné, le gouvernement israélien, les autorités vont dire « Ok,
on accepte telle partie, telle compensation, parce qu'on sait effectivement que votre chiffre d'affaires a chuté. Sur le plan de tous les jours, c'est les petits commerçants qui ont le plus souffert. Ça a été absolument dramatique. Beaucoup de gens ferment leurs portes, s'en vont de la région. Mais les Israéliens ont cette capacité assez exceptionnelle de se prendre en main. Ce sont des créatifs, ce sont des entrepreneurs. Ils savent sortir très très vite de la difficulté. Donc il faut être tout à fait optimiste parce que le mental israélien n'a pas été affecté. Cette guerre, contrairement à ce que beaucoup de gens annoncent, cette guerre est une véritable victoire pour Israël, une victoire absolument éclatante parce que l'économie n'a pas chuté, l'industrie n'a pas chuté, le high-tech n'a pas chuté et également sur le plan des disparitions de soldats, malheureusement on est face à une situation très très perturbante, mais on aurait pu avoir beaucoup plus de disparus si on n'avait pas attaqué à un moment donné, si on n'avait pas au moins réagi aux attaques du Hamas. Alors justement, vous parliez de Maxime Pérez, on va se rendre à la frontière avec la bande de Gaza. Maxime, on vous retrouve, vous entendiez ces propos de Daniel Harouach avec cette résilience des Israéliens, cette force du mental israélien. Est-ce que c'est également ce que vous voyez avec les habitants du pourtour de la bande de Gaza que vous rencontrez au cours de vos correspondances ? Oui, il y a une variante qui n'a pas évolué depuis le début de ce conflit avec le Hamas, c'est le soutien de l'opinion à l'armée israélienne, au gouvernement, même si cette confiance est quelque peu érodée depuis cette première trêve de 72 heures qui n'a pas abouti à un retour au calme dans la région. Les habitants du sud d'Israël sont en colère, non pas qu'ils ont peur, certes ils ne veulent pas rentrer chez eux, mais ils veulent une solution durable, ils veulent retrouver la tranquillité et la sécurité pour une période indéterminée, pas pour quelques mois, pas pour quelques années. Et c'est la raison pour laquelle ils ont annoncé ce matin qu'une immense manifestation se tiendra jeudi soir, place Rabin à Tel Aviv. Initialement, cette initiative devait avoir lieu à Jérusalem, devant les bureaux du Premier ministre. Eh bien, ils ont décidé de porter leur message à Tel Aviv, dans cette ville symbole, eux qui disent justement que les autorités ne réagissent que quand cette grande métropole israélienne est visée par les missiles. Ils sont en colère parce que depuis la fin de ce premier cessez-le-feu de 72 heures qui s'est achevé vendredi matin, eh bien, il n'y a pas réellement eu de réponse forte de l'armée israélienne comme l'avait annoncé Benjamin Netanyahou, et parce que, selon eux, tous les tirs ont été concentrés sur la région frontalière de Gaza, sur ces kibbutz où ils vivent un véritable cauchemar depuis des années et des années. Et donc, voilà, ils veulent porter leur message à Tel Aviv, malgré hier soir la visite dans notamment ce kibbutz de Nahal Oz, du général du Front Sud, le général Sami Tourjman. Eh bien, la colère n'est pas redescendue ici. Merci Maxime, en direct donc de la frontière avec la bande de Gaza. Pas de roquettes, la trêve qui est en vigueur depuis minuit. Pas de roquettes et pas de tirs non plus de l'armée israélienne. Allez, on va faire un tour par la presse internationale. Betsavé, on regarde ce qui s'est dit. Vous prenez le pouls pour nous des médias internationaux. Alors on avait dit, la presse avait dit que le président de la République française, François Hollande, et puis ensuite le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, s'était lâché quand ils avaient parlé de massacre. Eh bien, on a un petit peu l'impression que la presse, en tout cas certains médias, eh bien, commencent à se lâcher aussi sous l'effet de cette guerre. Je pense notamment au Figaro qui, hier soir, d'abord nous a raconté que d'un côté, les négociateurs palestiniens avaient d'abord accepté un cessez-le-feu de 3 jours. Israël n'avait dans un premier temps pas accepté de cesser le feu avant de finalement dire oui à une trêve. Alors on précise, mettant de côté toutes les approches sensibles des événements, que la branche militaire du Hamas avait dit le jeudi que de toute façon à partir de 8h du matin de la fin du cessez-le-feu, les tirs reprendraient. Quant à la branche politique, elle avait clairement dit s'il n'y avait pas de concession, si les négociations n'avançaient pas dans leur sens, eh bien que le cessez-le-feu ne serait pas prolongé. Donc une interprétation un petit peu étrange. Et puis passer le choix des déclarations plus ou moins douteuses aussi du Figaro, il aborde justement la matière de ces pourparlers et ce point sensible, dit le journal. L'État hébreu veut s'assurer que les matériaux qui seront envoyés à Gaza pour la reconstruction du territoire ne serviront pas à creuser de nouveaux tunnels. Et là, on a l'impression que le Figaro nous explique que finalement, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter, puisqu'en fait, ces tunnels, selon le Figaro, permettraient, je cite, aux activistes palestiniens de
s'infiltrer en Israël. Voilà une vision plutôt édulcorée des objectifs des terroristes du Hamas. Daniel Rouache, vous qui vivez ces relations en ce moment même entre la France et Israël, est-ce qu'elles se tendent à la faveur de cette guerre? Absolument pas. Absolument pas. Il y a plusieurs ministres qui vont venir ici au mois de septembre. Il va y avoir un salon qui s'appelle le DLD. Tout est en train d'être programmé. On s'est posé encore les questions il y a quelques jours. Est-ce qu'il va y avoir ces délégations? La délégation ministérielle est prévue. Il y a eu quelques mini-réactions que j'ai vues de manière très simple, mais c'est plutôt un retour en arrière en disant, écoutez, Israël, pour le moment, on n'y va pas. Ce que je sais aussi, c'est que L'Oréal, Veolia, Alstom et EDF Énergie n'a pas bougé. Présence en Israël tout à fait réelle. Ce n'est pas du tout ce qui est présenté par les médias. En tout cas, les médias n'insistent pas du tout là-dessus. Et un point que je tiens à signaler, les relations entre la France et Israël, sur le plan des ventes d'armes, c'est un secteur particulier, les Français ont vendu à Israël 200 millions d'euros d'armes. Et actuellement, ça fait partie de la revue de presse ici en Israël que j'ai fait ce matin avant de venir dans ce studio. Le Haaretz vient d'annoncer quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes d'achat du dôme de fer israélien. La Corée est sur les rangs pour acheter des produits. On sait que les Français s'intéressent d'une manière très très sérieuse aux prouesses technologiques israéliennes et je suis prêt à parier que dans les prochaines semaines, il va y avoir des grandes délégations qui vont venir du groupe Thales, du groupe Airbus, des grands acteurs de l'armement français qui vont venir ici en Israël pour rencontrer les experts de Rafael, les experts de IAI, les experts de Elbit pour essayer de tenter une coopération qui serait prolifique sur les deux parties. Pas uniquement sur le plan des transferts de technologie, comme c'est le cas entre la France et Israël, mais ça va être également l'accès aux Français sur des savoir-faire qui sont absolument uniques et les Français vont continuer leur coopération. Derrière les mots, il y a la réalité, le monde des affaires continue. Ah voilà, comme quoi, il ne faut pas croire tout ce que disent les médias. Allez, d'autres points de vue, Betsabé, par rapport à ce que vous nous disiez il y a quelques instants. Alors celui du Guardian, par exemple, le quotidien britannique qui titre « Le Hamas a accepté un cessez-le-feu, mais les négociations s'enlisent ». Alors cet article a été publié hier soir et à cette heure-là, Israël n'avait pas encore répondu. Mais finalement, de quoi c'est un détail un petit peu, comme si évidemment Israël dirait oui à ce cessez-le-feu. Donc le Guardian qui ne s'embête pas donc de ce côté israélien du cessez-le-feu. C'est évident que ce n'est pas du côté israélien que ça bloque, question cessation des tirs. Alors le Guardian nous rappelle d'ailleurs que l'État hébreu avait quitté les négociations justement à cause de la reprise des tirs de roquettes et que Benjamin Netanyahou avait bien sûr affirmé dimanche qu'il ne négocierait pas sous le feu. Ou encore cet édito publié par le New York Times, il nous explique que le Hamas, c'est lui qui a gagné la guerre. D'abord le Hamas qui a commencé la guerre parce qu'il était dans une situation désastreuse, que ses relations avec l'Égypte et l'Iran se portaient très très mal. Et puis le Hamas a vite réussi à faire durer le conflit en refusant les cessez-le-feu tout en poursuivant les tirs sur quasiment l'ensemble du territoire israélien. Donc une victoire en repoussant justement ce conflit, en le faisant durer. Et puis enfin le Wall Street Journal qui nous apporte cette précision. Israël a décidé de ne renvoyer une délégation en Égypte seulement ce lundi pour vérifier que le cessez-le-feu tenait le coup, justement, rappelant que depuis le 8 juillet, eh bien, seulement 3 des 7 cessez-le-feu ont été respectés jusqu'à leur terme. Ce qui est intéressant, excusez-moi, je vous coupe, mais si on peut remettre la photo, et ce qui m'intéressait de voir, c'est que depuis le départ, vous parlez de cessez-le-feu, en tout cas ce que la presse internationale annonce, cessez-le-feu, et on voit exclusivement des photos de bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Donc le cessez-le-feu, comme vous l'avez dit, n'existe pas, en tout cas les roquettes n'existent pas pour la presse internationale en Israël, mais uniquement les bombardements à l'intérieur de la bande de Gaza. C'est quand même un œil plutôt relatif. La guerre des images aussi, on va en reparler, notamment parler des points de passage avec vous d'ici quelques instants, Mathias. Les médias qui évoquent également la situation humanitaire à Gaza. Bien sûr, avec cet angle cru qui a été choisi par le Times britannique, 10 000 femmes enceintes qui vivent dans la peur à Gaza
Gaza. Et l'article qui commence par cette histoire d'une femme enceinte de 6 mois. Sa maison a été frappée par un missile, son salon dans lequel elle était assise. Et l'article nous explique qu'un éclat de missile lui aurait déchiré le ventre. Le crâne du bébé aurait été touché. Le fœtus a été tué et la mère a survécu. Voilà, un récit, un des dizaines et des dizaines de récits que la presse nous offre pour donc nous raconter cette situation à Gaza. Et la presse nous parle aussi de la Cisjordanie avec un autre point de vue. C'est Le Monde cette fois-ci. Gaza et l'économie néolibérale de la violence en Israël. Alors on parlait d'économie tout à l'heure. Le quotidien nous raconte, d'ailleurs presque sarcastiquement, qu'entre 2 opérations à Gaza, je cite, l'occupation va bon train. Le Monde nous dit que d'un côté, Israël tente d'annexer le plus de territoire possible avec cette évolution, 22% de plus de colons israéliens entre 2005 et 2011, et de l'autre des zones à forte densité de population palestinienne qui, elles, seraient abandonnées, avec au passage cette attitude de la communauté internationale qui, devant ce non-respect flagrant du droit international, aurait baissé les bras. Alors, on parlait d'économie, Le Monde va encore plus loin puisque cette opération bordure protectrice orchestrée par Israël se situerait en fait, selon Le Monde, dans le cadre d'une économie de la violence. Je m'explique, Gaza est devenu un véritable laboratoire d'expérimentation sur la misère humaine et sur le contrôle des populations, je cite, non désirables, c'est ce qu'écrit le premier quotidien français, un laboratoire qui servirait au passage à tester les techniques et armes développées par le complexe militaro-industriel. La réaction du président de la Chambre de commerce franco-israélienne. Écoutez, cet article, je l'ai lu. Il a une particularité. Sur Google, il a été extrêmement sollicité. Il a été lu par des milliers de personnes. C'est un article simplement mensonger. En fait, il a été fait il a été construit pour qu'à un moment donné, Google, avec des termes très précis, soit repris. Et donc, vous avez tous les termes. On a l'impression que les mots-clés qui sont dans ce texte est un texte, en fait, c'est un texte de propagande. L'auteur ou les auteurs ont eu le droit au passage dans un des plus grands, dans la grande presse française, mais très honnêtement, cet article aurait été mérité d'être enfoncé dans un blog qui ne mérite pas autant de publicité. De manière très précise, Israël ne fait pas de Gaza un laboratoire, c'est faux. C'est n'importe quoi. Israël est une démocratie. C'est un pays qui lutte pour sa survie. Il faut voir les deux côtés. S'il y a des souffrances d'un côté, il y a des souffrances de l'autre. Israël développe ses technologies et ses savoir-faire. Il faut savoir que l'un des domaines clés sur lequel Israël est très très présent, c'est le domaine de l'instrumentation médicale qui est en train de se développer. Il y a énormément de technologies qui ont été développées dans le domaine militaire, qui sont aujourd'hui développées dans des applications médicales. Israël est en train de réaliser des prouesses dans le domaine de la robotique médicale, dans tous les secteurs pour sauver des vies. L'orientation israélienne, c'est pas de créer des armes pour tuer, c'est de créer des armes pour se protéger sa population. Et si on crée des softwares ici en Israël qui sont utilisés par tout le monde ensuite pour protéger contre le hacking, l'introduction de hackers dans des ordinateurs, Israël se développe parce qu'Israël a besoin de se protéger dans le domaine du cyberespace. Donc toutes les technologies et les savoir-faire développés par Israël ne sont pas destinés à attaquer Gaza, elles sont destinées à développer un pays qui a besoin d'avoir un véritable bouclier d'innovation, un bouclier technologique pour continuer à progresser. Alors on va s'intéresser à présent avec vous, Mathias, à ces points de passage entre Israël et la bande de Gaza. Jusqu'en 2011, il y en avait 4, il y en a 3 à présent. On va s'attarder plus spécifiquement sur l'un d'entre eux, Kerem Shalom. On regarde ce reportage, on en reparle juste après, Mathias, avec vous. Le rituel est connu. 365 jours par an, des dizaines de camions attendent de pénétrer dans la bande de Gaza via ce point de passage frontalier israélien de Kerem Shalom. Ce que nous faisons ici, nous livrons au quotidien au moins 200 camions de biens depuis Israël vers la bande de Gaza. La plupart des biens sont des donations. Il y a des médicaments, de l'essence, du gaz. C'est la demande que l'on reçoit depuis Gaza et c'est ce que nous leur fournissons. Entre 250 et 300 camions par jour,
Plusieurs tonnes d'aide humanitaire autorisées par Israël, nourriture, blé, essence aussi, qui n'ont jamais cessé de transiter vers Gaza pendant l'opération militaire israélienne, y compris pendant que des centaines d'obus de mortiers et missiles Qassam s'abattaient dans la région. Ça fait très peur. Nous sommes en temps de guerre, non? C'est très dangereux. Tous les tirs, tous les obus de mortier, c'est dangereux. Comme cet ouvrier, ils sont au moins 60 Palestiniens tous les jours à venir chercher des produits de première nécessité et les amener quelques dizaines de mètres derrière moi dans la bande de Gaza, y compris pendant l'incursion terrestre israélienne. Même s'ils travaillent en Israël, ces ouvriers palestiniens de Gaza disent ne pas recevoir de pression du Hamas. Ils ne nous font pas de problème. On vient travailler, puis on rentre à la maison. Personne ne parle avec nous. La plupart de ces biens proviennent d'organisations internationales onusiennes. Aucune limite de vivres acheminés vers Gaza, si ce n'est ceux interdits par le gouvernement israélien, comme le ciment et le béton, utilisés en partie, selon Israël, pour construire des tunnels. Alors voilà, ouvriers palestiniens et israéliens qui travaillent ensemble à ce point de passage de Kerem Shalom, le point de passage qui a été fermé hier après-midi. Pourquoi ? Tout simplement parce que 2 roquettes s'y sont abattues, en tout cas une à l'intérieur. Si vous avez eu ces images de va-et-vient de ces tractopelles et de ces montes-cagettes, c'est là exactement où est tombée cette roquette, en plein milieu des vivres. C'est-à-dire que des sachets de riz, heureusement d'ailleurs, qu'il n'y avait pas de fourniture ni de nourriture à l'intérieur, parce que celle-ci aurait été endommagée. C'est dommage parce que c'est tout simplement des fournitures humanitaires destinées à la bande de Gaza. Il n'y avait rien au moment de la roquette, une roquette qui s'est abattue à l'intérieur donc du terminal et l'autre à une 50aine de mètres, et c'est là tout le sens de ces tirs incompréhensibles pour tant les travailleurs palestiniens que les travailleurs israéliens à l'intérieur de ce Kerem Shalom, c'est que cette roquette s'est abattue à 50 mètres du terminal gazier de Kerem Shalom, c'est à l'extérieur du mur. Et là, les conséquences auraient pu être bien pires. Non seulement écologiques, mais surtout humanitaires, parce que selon les chiffres qui m'ont été donnés par les responsables de ce terminal gazier, qui est juste à côté du terminal humanitaire, eh bien, chaque cargaison donne à 100 000 personnes gazaouis du gaz. Vous imaginez donc qu'il n'y aurait eu ni de pétrole, puisque le terminal gazier et pétrolier sont sont limitrophes, se jouxtent. Et si jamais une roquette qui est tombée à 50 mètres de ce terminal gazier, où il y a un mur de plusieurs mètres de haut, était tombée à l'intérieur de ce terminal gazier, eh bien, plus de 100 000 personnes n'auraient pas eu de gaz. Vous savez très bien qu'il faut au moins plusieurs heures, voire plusieurs jours pour réparer. Donc ça veut dire 100 000 personnes par jour qui n'auraient pas eu de gaz. Alors, ce point de passage est fermé jusqu'à nouvelle décision. Aujourd'hui, il devrait être réouvert tout simplement parce que c'est, en tout cas aujourd'hui, voire demain maximum, 60 Palestiniens attendent de passer ce terminal de Kerem Shalom. Vous savez, Kerem Shalom, il y a 50 mètres entre le territoire israélien, ce no man's land sécuritaire qui est à l'intérieur de ce terminal, et les portes qui donnent vers le territoire gazaoui. Et donc ces Palestiniens attendent de pouvoir travailler, et c'est surtout des populations entières qui attendent d'être livrées en fourniture humanitaire. Donc voilà pourquoi les autorités israéliennes ont continué à travailler, même sous les roquettes pendant des dizaines de jours. Ils risquent leur vie. Les autorités qui hésitent à le fermer, complètement. C'est une décision exceptionnelle d'avoir la décision a été prise par le haut cabinet restreint de sécurité. Elle n'a pas été prise par les autorités elles-mêmes, puisque celles-ci voulaient continuer à travailler. Les autorités, le cabinet restreint de sécurité a déclaré que c'était beaucoup trop dangereux, tant pour les Palestiniens que pour les Israéliens, et surtout pour les chauffeurs qui vont un va-et-vient à l'intérieur de ce terminal frontalier de Kerem Shalom. Et donc la décision a été prise. Cela dit, les Palestiniens attendent cette aide humanitaire. En même temps, c'est le Hamas qui vise cette aide humanitaire. Donc pour l'instant, c'était un cocktail beaucoup trop explosif pour pouvoir ouvrir ce terminal frontalier. En attendant, sans doute qu'aujourd'hui, selon les informations dont je dispose, aujourd'hui, dans les heures à venir, le terminal va être rouvert. Alors ça, c'est pour Kerem Shalom, qui est sous autorité israélienne. 3 autres jusqu'à 2011, avec ce terminal de Karni qui a été fermé depuis. Il y a le passage de Rafia, sous contrôle égyptien, le Hamas notamment, et le passage d'Erez. Qu'est-ce qui y passe? Quels sont les objectifs de ces points de passage? Alors géographiquement,
concrètement, le terminal frontalier de Rafah et Kerem Shalom sont quasiment limitrophes. Il y a quasiment 100 mètres. Il suffit d'aller à Kerem Shalom pour voir le drapeau égyptien. Pardon. Donc on est bien en Égypte. Rafah a été un laboratoire. Un laboratoire parce que c'est là qu'en 2005, au moment du désengagement israélien de la bande de Gaza, il y a eu des policiers européens. Ces policiers européens sont partis au bout de quelques mois, ont quitté quasiment sans faire leurs valises, tout simplement parce qu'ils ont été attaqués. Il y a des civils qui ont été kidnappés à l'intérieur de ce terminal frontalier de Rafah. D'où la crainte d'Israël de pouvoir accepter des puissances étrangères au contrôle de ces terminals frontaliers, parce que cela n'a pas été une réussite. Ensuite, il y a Erez. Erez, principalement, c'est un passage frontalier humain et de médicaments, sachant quand même qu'un hôpital militaire avait été mis par Israël au profit des malades palestiniens à Erez, et que ce même hôpital israélien avait été pris pour cible par les roquettes du Hamas. Merci Mathias, vous avez donc été présent sur place. Daniel Rouache, votre mot de la fin avant de refermer cette première heure d'information sur cette reconstruction aussi qui nous attend après la fin de cette opération. Alors il va y avoir une reconstruction, bien entendu. Ce que je sais, c'est déjà des entreprises françaises sont sur les rangs pour reconstruire. Ça va être des centaines de millions de dollars de contrats potentiels. Le vrai mot de la fin pour moi, c'est que les opérations de boycott contre Israël se sont totalement effondrées. En fait, on se rend compte qu'il y a des paroles, il y a des manifestations. Dans la réalité, les Israéliens ne sont absolument pas affectés par ces mots, ces campagnes qui sont des véritables campagnes de désinformation. Le boycott ne marche pas. Les Israéliens continuent à coopérer avec les Palestiniens et les chiffres sont étonnants parce que le commerce entre Israël et Gaza ne s'arrête pas. Il y a des véritables coopérations et je suis très optimiste pour le futur. Ne pas se fier aux apparences et tout faire passer par le filtre de notre étamine. Donc merci beaucoup Daniel Rouache d'avoir été avec nous. Merci à vous également Betsabi. On vous retrouve en deuxième partie. On marque une courte pause, un tout nouveau journal à suivre et on revient juste après. Israel appeared ready to agree to extend the ceasefire while Hamas refused. ישראל לא תנהל משא ומתן תחת אש. En direct sur i24 News depuis Tel Aviv. Sur ce plateau avec nous, nous a rejoint Ali Waqued. Bonjour, spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'être avec nous ce matin, Ali. Je voudrais recueillir vos premières impressions. 9h maintenant depuis ce énième cessez-le-feu. Vous en pensez quoi? Au bout de ces 72 heures, on en est où? Bon, au bout de 72 heures, il faut voir comment est-ce que vont progresser les négociations au Caire. Il y a une délégation israélienne qui négocie indirectement avec la délégation palestinienne, donc avec le Hamas. Mais il faut voir qu'est-ce qui s'est passé avant ces 72 heures, ce qui a permis cette trêve d'être considérée peut-être la plus sérieuse depuis le début de cette confrontation. Les Égyptiens qui ont compris que le rôle de médiateur exige de jouer le rôle de médiateur et non pas d'être
une partie prenante à ces négociations. Les Palestiniens qui, dès le début, sentaient, au moins le Hamas, qui, dès le début, sentaient que les Égyptiens sont moins médiateurs et plus partie prenante, adoptant la position israélienne et surtout essayant de régler les comptes entre le nouveau régime égyptien et le Hamas. Et de l'autre côté, une première fois où les Israéliens étaient prêts à négocier le sort des frontières, permettre peut-être aux marchandises, aux personnes de circuler, mais aussi les Égyptiens qui ont compris que le Rafah, le point de frontière avec le Rafah doit être sur la table de négociation, alors que jusqu'auparavant c'était une ligne rouge pour les Égyptiens. Mais le plus important, c'est les salaires qui ont été versés aux fonctionnaires du Hamas hier et avant-hier. À la bande de Gaza, on définissait cette guerre de la perspective du Hamas, la guerre des salaires et des frontières. Et donc, du coup, les salaires sont 5 millions de dollars qui ont été versés par l'autorité palestinienne. Une partie du financement pour les structures, pour l'infrastructure à la bande de Gaza qui ont été arrêtés par les Qataris ont fait de sorte que le gouvernement Hamas pouvait payer ses fonctionnaires. Et de l'autre côté, les Égyptiens qui ont compris qu'il faut qu'il soit un médiateur moins qu'une partie prenante, et que les frontières avec l'Égypte doivent être sur la table, ça a permis au Hamas de flexibiliser sa position et a permis... Mais du coup, c'était la même chose en Cisjordanie. Alors, il y a une question qui se pose maintenant. Est-ce que c'est l'argent qui a fait déclencher cette guerre, cette opération-là ? Bon, le titre officiel de la perspective du Hamas, c'était la levée du blocus. Mais on sait que la raison immédiate, la cause immédiate pour laquelle le Hamas a déclenché cette guerre, c'était le fait que les engagements par le monde arabe, par l'autorité palestinienne, de payer les salaires des 40 et quelques mille fonctionnaires... Qui est-ce qui a bloqué cet argent ? Bon, ici, on rentre dans une discussion. Le Hamas accuse l'autorité palestinienne, accuse Israël et accuse la communauté internationale de ne pas tenir la parole de cette partie, de cette clause dans l'accord de réconciliation palestinienne. Mais du coup, quand on a voulu faire bouger les choses, cet argent a été payé, et les Égyptiens ont compris qu'il faut que les frontières, qu'il faut que le point de frontière avec le Rafah doit être sur la table pour éliminer au moins les demandes du Hamas d'un aéroport et d'un port maritime. Donc pour la première fois, le Hamas sent un pas très modeste a été fait vis-à-vis de leur demande, ce qui a permis le Hamas de descendre sur l'arbre. Bien sûr, le Hamas voit qu'il y a au moins 100 000 Palestiniens qui restent encore réfugiés dans les compounds, dans les écoles, notamment de l'UNRWA, et de l'autre côté 5000 maisons qui ont été démolies, et une volonté des Palestiniens à la bande de Gaza de revenir à une vie normale pour essayer de reconstruire leur vie et pour permettre au monde arabe de mettre un plan de reconstruction pour la bande de Gaza. Alors après ces 34 jours d'opération, le Hamas il rentre à la maison avec quoi comme image de victoire pour sa population? Bon, l'image de victoire était marquée dans le champ de bataille, et le Hamas, la frustration du Hamas, c'était qu'il n'a pas pu faire venir sur la table des négociations ce qu'il considérait les acquis militaires qu'il a marqués dans le champ de bataille. Et c'était vrai, les Égyptiens ont fait tout pour que ce qu'ils voyaient et le Hamas voyait comme acquis militaire ne soit pas traduit en acquis politique. Mais hier, tout le monde a été... Nathalie, même s'il y a un cessez-le-feu, une seule roquette peut gâcher ce cessez-le-feu. Et tout le monde savait que le Hamas était capable de gâcher ce cessez-le-feu si ces demandes, au moins une très petite partie de ces demandes n'étaient pas acceptées. Et donc, du coup, par exemple, au niveau du style, les Égyptiens parlaient d'un cessez-le-feu alors que la délégation israélienne n'était pas présente au Caire. Ce qui justifiait dans les yeux du Hamas le fait
que les Égyptiens n'étaient pas des médiateurs. Alors, il était où la deuxième partie, se demandaient les membres du Hamas. Il était intéressant de voir les accusations en provenance du Hamas concernant les Égyptiens, comme quoi ils adoptaient la position israélienne, et de l'autre côté, la partie OLP dans la délégation qui défendait la médiation égyptienne et considérait cette médiation comme crédible et honnête. Mais au bout de compte, les calculs politiques de tout le monde a fait que Israël était prêt à discuter l'ouverture des frontières pour les marchandises, la quantité et la qualité des marchandises qui peuvent rentrer à la bande de Gaza. Le point de frontière avec Rafah était mis sur la table et donc négociable. Et l'argent, les salaires qui ont été payés aux fonctionnaires et aux hommes de sécurité du Hamas. Et on l'a bien compris, cette crise de confiance et ce rapport entre le Hamas et le médiateur égyptien qui doit s'imposer en tant que médiateur et qui doit être renouvelé. Je voudrais un instant qu'on s'attarde sur l'un des hauts dirigeants du Hamas, Khaled Meshal. On va l'écouter, on revient juste après, on en reparle. Il y a eu des contacts avec l'Iran et le Hezbollah avant et après la guerre, et il n'y a pas de rupture entre nous et le Hezbollah. Il y a eu ces dernières années quelques différences, notamment sur le dossier syrien, mais les liens se sont maintenus. Nous n'avons aucun problème avec n'importe quel médiateur qui pourra satisfaire nos demandes, que ce soit à travers une médiation égyptienne, arabe ou internationale. Le plus important, c'est que nos demandes soient satisfaites. Voilà, peu importe le médiateur, le plus important, c'est qu'on soit satisfait dans nos demandes. Bon, une partie de ces demandes a été satisfaite, mais sur la médiation, ce n'est pas. On sait que le Hamas aurait préféré la Turquie et le Qatar comme médiateurs, ou au moins faisant partie de cette médiation. Le moment où le Hamas a compris que la seule médiation acceptée était celle l'Égyptienne, au moment où le Hamas a accepté qu'il n'aura pas de rôle futur dans les frontières avec l'Égypte, et le fait que l'autorité palestinien pourra revenir avec des centaines, voire des milliers d'hommes de sécurité sur les frontières avec l'Égypte, et qu'il y aura un système de surveillance et d'inspection sur les frontières qui rendra la tâche du Hamas de faire venir des armes dans la bande de Gaza beaucoup plus dure. Mais le Hamas comprenait que c'était ou gagner les derniers points auprès de la population ou perdre tout. Le Hamas a finalement fait une décision rationaliste. Merci Ali, on va revenir avec vous dans quelques instants, on va reparler de la Turquie notamment, on reparlera également de ce qui se passe en ce moment en Irak, mais avec vous d'abord Betsabé, on va se concentrer sur l'EIL ou l'EI comme récemment renouvellement nommé, autant en Irak qu'en Syrie, l'État islamique en Irak et au Levant, une avancée qui inquiète Washington, les États-Unis qui ont même commencé à bombarder certaines de leurs positions. Oui, une avancée qui inquiète d'autant plus que l'État islamique avance sur deux fronts contre deux armées, et pourtant ça n'a pas empêché de proclamer en juin, on le sait, le califat, donc sur des régions, une région assise à la fois sur l'Irak et sur la Syrie, et tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d'une expansion fulgurante. Regardez cette carte publiée par le New York Times, on voit très bien en rouge les zones où l'État islamique donc contrôle complètement les localités, donc bien sûr la région est beaucoup plus vaste, toutes les régions sont incluses. Alors en Irak, en janvier, on rappelle que l'État islamique s'était emparé de Fallujah. C'était la première victoire de taille et symbolique. C'est à 60 km seulement de Bagdad. Et puis en juin, cette avancée très très rapide, renforcement des prises dans la province d'Al-Anbar et une avancée donc le long du Tigre. Le 10 juin, c'était Mossoul qui était prise. C'est la deuxième ville d'Irak. Et puis fin juin, donc c'était le contrôle sur toute la zone, la région de Mossoul, donc toute la province pétrolière de Ninive, dont s'était emparé l'État islamique, donc une zone pétrolière qui est en plus à la frontière de la Syrie. Donc des offensives qui ont été absolument fulgurantes, d'autant que ces derniers jours, la dernière grosse prise, c'est donc Karakosh au nord de l'Irak. C'est la plus grande ville chrétienne d'Irak, située donc entre Mossoul et Erbil. C'était le 7 août que l'EI s'est emparé de Karakosh. Bien sûr, Bagdad vit dans l'attente, dans l'inquiétude d'une possible offensive de
l'EI, sans compter bien sûr que les djihadistes sont désormais à l'assaut du Kurdistan et bien sûr de la ville d'Erbil. En Syrie, on rappelle rapidement que l'État islamique détient une majorité de la province de Raqqa, donc au nord. Et la semaine dernière encore, les djihadistes y ont conquis une importante base de l'armée. Prochain objectif, c'est l'aéroport militaire de Tabqa. C'est le dernier bastion du régime de Bachar el-Assad dans la province. Alors voilà pour ces avancées militaires que vous qualifiez de fulgurantes, persécutions et exécutions sommaires qui vont avec aussi. On en a vu les images. Bien sûr. Alors depuis les soldats dont on a vu des têtes décapitées par dizaines, c'était sur des piquets de rue à Raqqa. On a eu d'autres exemples aussi, souvent des populations persécutées, des minorités qui ont refusé de se convertir. Bien sûr, les chrétiens, par exemple, dépouillés de leurs biens, chassés de chez eux. Ceux qui restent sont exécutés. Autre exemple récent à Sinjar, 2000 réfugiés qui auraient fui la ville, qui se retrouvent donc traqués par les djihadistes, sans compter les femmes qui seraient vendues comme esclaves dans les régions qui sont occupées par l'État islamique. Alors voilà, pour l'État islamique et l'état des cartes, un petit peu, comment est-ce que ces combattants ont autant de moyens? Quelles sont leurs ressources militaires et financières? Alors pendant plusieurs années, ce sont plusieurs pays du Golfe qui ont financé l'État islamique, qui était donc le IIL à l'époque. Et puis au fur et à mesure de ces avancées des dernières semaines et des derniers mois, eh bien, ils ont récupéré d'une part l'armement, le matériel militaire des armées régulières, et puis aussi pas mal de butin, bien sûr. Alors il y a eu ces raffineries comme à Tikrit, donc ça leur permet un commerce de pétrole avec notamment des revendeurs syriens. Il y a eu encore ce barrage de Mossoul qui est la plus grande source d'électricité d'Irak, qui leur permet de demander bien sûr des taxes, mais aussi en termes militaires, c'est aussi une menace d'inonder les plaines. Et puis il y a ces pillages d'antiquités qui constituent aussi une source majeure de revenus. Elles permettent notamment un blanchissement d'argent, et puis surtout l'organisation est devenue autosubsistance. Depuis quoi? Depuis ce braquage d'une succursale de la banque centrale irakienne à Mossoul début juin. 425 millions de dollars. Et aujourd'hui, l'EI est même l'insurrection la plus riche du monde. Notez aussi, on termine là-dessus, son organisation. Raqqa, en Syrie, a été élue la capitale de l'État islamique. C'est là qu'on voit flotter le plus de drapeaux noirs. Les médecins et les ingénieurs y ont été ramenés. On y perçoit un impôt. Des policiers s'occupent de la circulation. Et bien sûr, la loi islamique y est appliquée comme un exemple, depuis les personnes qui volent et qui se voient, qui ont la main coupée, jusqu'aux opposants qui sont froidement exécutés dans la rue. Et bien sûr, c'est le modèle que les djihadistes de l'EI veulent pouvoir appliquer dans l'ensemble de la région. Voilà, véritable État dans l'État. On estime l'État islamique à 2 milliards de dollars ses ressources financières. Alors, merci Ali, on va en reparler avec vous d'ici quelques instants, mais on va essayer de comprendre quelle menace l'EI représente pour Israël avec un spécialiste, Jean-Vincent Brisset. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Dans quelle mesure Israël est une conquête envisagée par ces djihadistes ? Alors je pense que c'est envisagé, ils le disent depuis très longtemps, mais c'est pas envisagé immédiatement. Dans un premier temps, je pense que l'État islamique veut se créer comme État, devenir une vraie force militaire, avec une base territoriale. Pour le moment, ils sont en train d'essayer de conquérir cette base territoriale, donc centrée sur le nord de l'Irak. Est-ce que militairement c'est envisageable, ou est-ce qu'on peut compter également sur la Jordanie pour faire tampon ? Alors bon, la Jordanie fera tampon volens-nolens, mais il est toujours envisageable de voir si cet État islamique se constitue et devient beaucoup plus important. Et comme on vient de le dire, il est autosuffisant sur le plan financier. Il est quand même envisageable de le voir se constituer avec une armée. Cette armée, quand même, sera toujours dépourvue, ou pendant moins longtemps, de matériel lourd. Et elle devra rester au niveau d'une guérilla plus qu'une armée constituée avec des moyens lourds. Selon vous, l'EI, qu'on appelait auparavant l'EIL, est-ce que c'est une menace plus sérieuse encore que le Hezbollah? Le Hezbollah, cette organisation terroriste dont on sait qu'elle est lourdement armée et appuyée par l'Iran. Alors, le Hezbollah avait un certain nombre de moyens, mais le Hezbollah aussi a montré ses limites.
il a une capacité, on peut dire une capacité de nuisance énorme, la capacité de conquête est quelque chose de différent. Et je pense que l'État islamique, pour le moment, reste encore un peu comme le Hezbollah, surtout une capacité de nuisance, une capacité de conquête limitée à une petite partie du territoire de la région. Ça sera difficile pour lui d'aller beaucoup plus loin. Par contre, il a des possibilités parce qu'il a cette autosuffisance financière et parce que cette autosuffisance financière lui permettra de se stabiliser, ce qui n'est pas le cas du Hezbollah. Merci beaucoup Jean-Vincent Brisset d'avoir répondu à nos questions ce matin, directeur de recherche donc à l'IRIS. Ali, je voudrais votre réaction à ce que vient de dire Jean-Vincent Brisset. L'EIL, l'État islamique, bientôt en Israël, c'est possible? Non, en Israël, non, mais M. Brisset a parlé d'une capacité nuisante. Et moi, quand je vois leur stratégie, la continuité territoriale qu'ils sont en train de construire, le fait que, comme Betsabé vient de dire, il circule la vie, toute la vie dans les régions qui sont occupées par l'État islamique sont organisées. On n'est pas peut-être le régime, mais le système impôt, le système de circulation, le système d'enseignement, tout a été pris en compte par l'État islamique, ce qui prouve qu'ils n'ont pas la tendance de piquer et de disparaître. Ils sont là pour rester, ils sont là pour gouverner. Ils sont là pour former à la tête de tout ça, parce qu'on faisait la comparaison avec le Hezbollah. Ils ont un guide, le guide suprême iranien. Est-ce que là, pour l'État islamique aussi? Bon, il y a le calife, le fameux monsieur Baghdadi, qui a appelé tous les musulmans à venir dans les régions occupées par l'État islamique pour combattre les autres. Mais on peut dire ils ont une agenda, ils ont un plan bien clair. Quand le Koweït et la Jordanie sont les prochaines stations de l'État islamique, et c'est pas par hasard le Koweït et la Jordanie, parce que l'État islamique identifie le Koweït et la Jordanie comme les points peut-être faibles dans cette chaîne qu'ils sont en train de construire. Nathalie, ils sont à Arsal au Liban, ils sont en Syrie, ils sont en Irak, ils pensent sur le Koweït et sur la Jordanie. Et du coup, l'Arabie Saoudite, Al-Qaïda, il a lancé sa guerre contre l'Occident sous prétexte que l'Occident indirectement occupe l'Arabie Saoudite, les lieux saints à l'islam en Arabie Saoudite. Mais l'État islamique pour le moment écarte l'Arabie Saoudite et de ses menaces et de ses opérations, ce qui peut-être pour quelques-uns pouvait prouver le fait que l'État islamique est indirectement financé et soutenu par le régime, directement par des individus, même au sein de la famille royale saoudienne. Donc, la façon dont ils ont occupé Mossoul, ce n'était pas une façon d'une guérilla, ce n'était pas des méthodes des milices qui ont été employées, c'était des méthodes d'une armée bien organisée. Et il faut souvenir que les anciens généraux de l'armée irakienne, les bassistes, les socialistes séculaires, etc., ont pris le compte de l'État islamique pour essayer de battre le régime irakien d'un côté. Donc ils ont des gens professionnels, ils ont des officiers professionnels qui se battent aux côtés de ces djihadistes qui sont venus de partout du monde. Mais il ne faut pas ignorer, le monde essaye de parler, l'Occident surtout, essaye de parler d'une menace de l'État islamique, mais une bonne partie des djihadistes qui ont participé à la guerre en Syrie ont été entraînés dans des camps en Jordanie, en Turquie et ailleurs. Une bonne partie de ces entraînements ont été menés par des officiers occidentaux. Le financement partial était aussi occidental. Oui, on l'a bien compris. Et en tout cas, des menaces également de l'État islamique à l'encontre de la France, notamment. Merci beaucoup, Ali, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, Betsabé. On marque une courte pause. Restez avec nous. On revient dans 2 petites minutes. À tout de suite.
9h30 à Tel Aviv. Merci de nous être fidèles. Nouvelle trêve de 72 heures. Ça fait maintenant 9h30 que cette 7e cessez-le-feu est entrée en vigueur. Une délégation israélienne est au Caire afin de reprendre les négociations sous l'égide de l'Égypte. La délégation était rentrée en Israël vendredi dès la rupture de la trêve par le Hamas et les autres organisations terroristes de la bande de Gaza. Quelques minutes avant la trêve, une salve de roquettes et de missiles a été envoyée sur le sud d'Israël, notamment à Ashdod et Be'er-Sheva, ainsi que de nombreuses localités situées autour de la bande de Gaza, mais aussi sur le centre d'Israël où un missile a explosé dans un terrain vague. Et au cours du week-end, plus de 150 roquettes ont été tirées sur le sud du pays. L'armée israélienne a bombardé plus d'une centaine de cibles terroristes. Et cette colère des habitants du pourtour de la bande de Gaza, certains parlent même de rébellion après que le gouvernement israélien indiquait qu'ils pouvaient retrouver leur maison en toute sécurité. Autre actualité, ce matin, élu président, Erdogan assoit son règne et prêche la réconciliation, comme le suggéraient les sondages. L'homme fort du pays a largement devancé ses deux adversaires dès le premier tour de ce scrutin, disputé pour la première fois au suffrage universel direct, avec 52% des suffrages. Il propose dans le même temps son aide à la bande de Gaza en gérant administrativement et militairement le port de Gaza. Voilà donc pour l'essentiel des titres de la nuit. On va tout de suite commencer par la revue de presse du Moyen-Orient. On jette un coup d'œil, Cyril, sur les étalages des kiosques turcs où je viens de le dire sans grand suspense. C'est Recep Tayyip Erdogan qui est élu président. Ah oui, on va faire un petit tour des unes turques, si vous voulez bien. Erdogan élu 12e président de la République. C'est le titre choisi ce matin par nos confrères du quotidien populaire Hurriyet, La Liberté, sous la photo du nouveau chef d'État et de son épouse, à 60 ans seulement. Et après avoir exercé les fonctions de Premier ministre pendant 11 ans, eh bien, Recep Tayyip Erdogan a remporté hier sa 9e élection consécutive, nous dit le journal. Un seul tour, un petit tour, aura suffi, donc, souligne de son côté en une le journal populaire centriste Milliyet, alors que le journal de la droite nationaliste, vous voyez, Türkiye, salue de son côté le triomphe du Milletin Başkanı, comprenez en français dans le texte le président de la nation, un terme préféré à celui de la République par le quotidien donc nationaliste turc. En remportant près de 52% des voix, note de son côté le site franco-turc Zaman France, le Premier ministre entre dans l'histoire comme premier président de la République élu au suffrage universel direct. Bienvenue dans une nouvelle ère, ironise l'éditorialiste du Hurriyet, Nurey Mert, l'ère de la nouvelle Turquie, une ère qui débute avec cette élection présidentielle, donnant ainsi le coup d'envoi à une réforme, celle du parlementarisme au profit du présidentialisme, un processus qui, selon la journaliste, culminera par l'avènement d'une république populaire de Turquie. Vous l'avez compris, l'éditorialiste met en garde face aux dérives autocratiques, comme le Zaman France ce matin, car si le régime parlementaire turc prévoit un rôle essentiellement honorifique pour le président de la République, eh bien l'ambition d'Erdogan, c'est de se bâtir un système présidentiel sur mesure, un Premier ministre qui ne tolère pas la critique et qui verse dans l'islam politique. C'est donc une Turquie qui s'éloignera un peu plus de l'idéal laïque de son père fondateur, Kemal Atatürk. Et voilà, on en est bien loin et on prend de la distance. Alors ce qui fait ce matin les grands titres de la presse israélienne, la presse palestinienne également, c'est bien évidemment cette nouvelle trêve de 72 heures qui est entrée en vigueur à minuit cette nuit. Voilà. Et est-ce que cette fois-ci sera la bonne ? C'est la question que se pose la rédaction du journal gratuit proche du pouvoir, Israël Hayom, calendrier à l'appui. Un autre journal, c'est le tabloïd en couleur, à grand tirage, Yediot Ahronot, qui rappelle que c'est la 12e fois qu'Israël accepte une trêve. Alors pendant ces 3 jours d'accalmie, qui du Hamas ou d'Israël cédera le premier, s'interroge le journal. Pour le Israël Hayom, pour le quotidien proche du Hamas, Harisala, la missive qui paraît à Gaza, ce sera la trêve de la dernière chance. Intransigeant, le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Meshal, a lui réaffirmé lors d'une interview à nos confrères de l'AFP, relayée ce matin par le journal palestinien Al-Quds, qu'il n'y aurait pas de trêve durable sans levée du blocus de l'enclave palestinienne. Alors tout cela ressemble à un cirque, déplore ce matin l'expert militaire du Yediot Ahronot. Au cirque du Caire, écrit Alex Fishman, tous les artistes souhaitent que la trêve soit prolongée, mais voilà, le problème, c'est qu'aucun des saltimbanques ne veut tenter le grand saut, le saut périlleux, de peur de se louper et de s'écraser au sol. Tant que cette situation perdurera,
écrit Fischmann, les violences ont encore de beaux jours devant elles. Voilà la conclusion donc de l'expert militaire du Yediot Ahronoth. Alors si les négociations doivent durer, comme cela semble être le cas, avertit Zvi Barel dans les colonnes du Haaretz, eh bien Israël devrait en profiter pour renforcer le statut de Mahmoud Abbas. Comment ? Eh bien tout simplement en exigeant par exemple que l'accord de cessez-le-feu soit signé par le président de l'autorité palestinienne et non par Khaled Meshal. Faute de quoi, conclut Barel, Israël pérenniserait à jamais le contrôle du Hamas dans la bande de Gaza. Merci Cyril pour cette revue de la presse israélienne et palestinienne. Et puis de là, on en vient à la revue du web. Qu'est-ce qu'on dit sur Internet? C'est avec vous, Rudy Saada. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Et ce matin, on s'intéresse à un parallèle, celui dont on a parlé il y a quelques instants avec Ali Waked notamment. Un parallèle que les internautes eux aussi font entre l'opération israélienne à Gaza d'une part et puis l'opération de l'État islamique en Irak de l'autre. Oui, et il y a deux sons de cloche. Il y a ceux qui font des amalgames et ceux qui parlent d'un deux poids, deux mesures. Alors côté pro-israélien, on se demande quelle est la différence entre les USA qui bombardent les terroristes en Irak et Israël qui le fait du côté de Gaza. Hillel Neuer, qui est de l'organisation UN Watch, dresse lui la liste des récentes opérations anti-terroristes et il fait la distinction entre ceux qui sont moralement autorisés à le faire et et Israël tout simplement qui n'est pas autorisé à le faire. Alors regardez, il dit voilà, autorisé à bombarder les djihadistes, les USA en Irak, la France au Mali, la Grande-Bretagne en Afghanistan, l'Égypte dans le Sinaï et donc dans la liste des non autorisés, pour lui c'est Israël à Gaza. Et puis dans le registre inverse, les voix vives se demandent quelle est la différence entre Gaza et l'Irak. Elles se demandent pourquoi les USA et la France interviennent si vite en Irak et non pas en Israël et en Syrie. Alors on trouve, c'est vrai, beaucoup d'internautes font des amalgames, ils ont du mal avec toute la complexité de la région et de ses acteurs et font des raccourcis, voire donc des amalgames douteux. Je vous en ai sélectionné un, Laurent Ozon, qui dit, je cite, le réel c'est que les soldats sont armés par l'oligarchie US en Israël, en Ukraine, en Irak, en Syrie, massacre des civils de toute confession. Voilà le genre de commentaires qu'on peut trouver aussi ce matin sur Internet. Cyril, dans les médias que vous lisez couramment et dans différentes langues, est-ce que vous sentez aussi ces nuances, puis certaines de taille, qui ne sont pas différenciées, qui ne sont pas observées? Oui, cette politique des deux poids deux mesures, on la retrouve très fréquemment dans la presse israélienne qui dénonce l'hypocrisie des Nations Unies, le fameux Shmum que fustigeait David Ben Gurion. Les Nations Unies, pour David Ben Gurion, c'était justement une espèce de monstre institutionnel qui avait souvent le parti pris justement du monde arabe dans la région. Donc la presse israélienne fustige effectivement régulièrement, à intervalles réguliers, cette hypocrisie de la communauté internationale face à Israël qui ne fait que se défendre face à la menace terroriste. Rudy, est-ce que l'avancée de l'État islamique, elle inquiète les internautes de tous bords, comme on l'a vu Là-dessus, les images circulent beaucoup et les exactions, les images terribles qui nous viennent d'Irak choquent et font l'unanimité sur Internet, et donc c'est l'unanimité en termes de condamnation. Elad Radson, lui, alerte, il dit que pendant que les journalistes occidentaux feront leur visite guidée à Gaza, en référence évidemment au mode de travail des journalistes à Gaza sous l'autorité du Hamas, les islamistes ont déjà fondé 2 États, en référence évidemment à l'Irak et à la Syrie. Puis on va terminer par ce tweet en espagnol de Juan Piloto. Il dit « Ils n'ont pas compris que ce qui est en train de se jouer à Gaza, en Syrie et en Irak, ce n'est pas ni l'orgueil des USA ou d'Israël, mais c'est tout simplement le futur de la civilisation occidentale. » Un futur assez sombre manifestement, si l'on en croit ces tweets. En tout cas, merci Rudy pour cette revue du web. Merci à vous Cyril également. Alors on va parler à présent d'une menace grandissante, celle des opérations de boycott des produits israéliens dans la foulée bien sûr du conflit avec le Hamas. Sur le front diplomatique, le ton assez brusquement, et on en a parlé largement sur notre antenne, durci envers Israël ces derniers jours et notamment du côté de l'Europe. Reportage. Carnage, massacre, des termes de plus en plus forts utilisés par le président François Hollande et son ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius pour qualifier la situation au Proche-Orient. Changement de vocabulaire pour les politiques et renforcement des initiatives à l'encontre de l'offensive israélienne. Sur Internet, les appels au boycott se multiplient. Un des acteurs majeurs est le mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions, lancé en 2005 par 171 ONG palestiniennes. Son objectif,
faire pression sur Israël par la voie économique. À court terme, l'objectif est d'arrêter les bombardements et de mettre fin au blocus de la bande de Gaza, d'ouvrir les frontières. Vous savez, ici, nous travaillons tous pour boycott, désinvestissement, sanctions. Un mouvement qui tient Israël pour responsable de violation du droit international. Sur son site internet, le mouvement a publié une liste complète des produits israéliens à boycotter. Nourriture, produits de beauté, médicaments, plus généralement l'ensemble des articles dont le code barre commence par 729, l'indicatif des produits israéliens. Problème, ces numéros correspondent au siège social de l'entreprise et non au lieu de production. Mais pour certains, la distinction n'est pas nécessaire puisqu'ils vont jusqu'à boycotter les grandes marques qui soutiennent Israël, comme par exemple Coca-Cola ou encore Starbucks. Mais il n'y a pas que le boycott qui menace Israël, il y a également le désinvestissement. C'est le cas par exemple du fonds d'investissement créé par le milliardaire américain George Soros qui a décidé de revendre ses actions de la société israélienne SodaStream. Une participation estimée à plus de 24 millions de dollars. Malgré tout, ces différentes actions sont-elles vraiment néfastes pour l'économie de l'État hébreu ? Les avis sont partagés. Selon certains experts, la réponse est non, puisque les exportations concernent majoritairement le secteur des hautes technologies. Des entreprises qui ont pour la plupart des filiales dans des pays occidentaux et dont la provenance des produits est plus difficilement traçable. Une façon pour Israël de contourner le boycott de ces produits. Sur ce plateau, nous a rejoint Yohan Waki. Bonjour Yohan, merci d'être avec nous. Alors ce code 729, c'est ce qui est apposé sur les codes barres et qui indique la provenance israélienne des produits. Exactement, mais alors ça c'est valable que pour les produits de consommation qu'on peut trouver dans la distribution, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits dont un des composants est fabriqué en Israël, qu'on ne retrouve pas parce qu'il n'y a pas de code barre et dont les gens ne boycottent pas forcément. Je pense notamment aux ordinateurs. C'est vrai que tous les ordinateurs équipés d'une puce Intel sont fabriqués en Israël. En tout cas, les puces viennent d'Israël et je les vois mal boycotter les ordinateurs en l'occurrence. C'est pareil pour Facebook. C'est ce que disait Daniel Rouach sur ce plateau il y a quelques instants. Il y a quand même des fidèles, des entreprises qui continuent à produire d'Israël. Et puis alors, j'ai l'impression aussi qu'il y a un boycott de facilité. C'est-à-dire qu'on boycotte Coca-Cola alors que le lien avec Israël n'est pas direct. Par contre, Google, qui a ses bureaux implantés à Tel Aviv, je n'ai pas l'impression qu'il y a un boycott quelconque qui se met en place contre Google. Vous revenez de l'étranger. Est-ce que vous avez senti cet anti-israélien, ce sentiment contre Israël de ces derniers temps à cause de l'opération ? Je ne pense pas forcément. Après, c'est vrai que tout ce qui est boycott, ce sont des gens qui sont déjà très engagés dans la cause pro-palestinienne qui relaient ce boycott. Après, dans la réalité, les gens en France ou ailleurs ne sont pas en train de regarder les codes barres. C'est-à-dire qu'il faut quand même se dire que c'est un micro-phénomène et on entend beaucoup parler de ça sur Internet. Évidemment, il y a énormément de campagnes, de posts là-dessus, mais en réalité, le boycott n'est pas pour l'instant une réalité pour la grande majorité des gens. C'est une minorité pro-palestinienne qui essaie de marquer les esprits, effectivement, avec un grand coup d'effet médiatique dans les supermarchés. On les a vus dans les grandes enseignes de supermarchés français, etc. Mais il faut savoir que légalement, le boycott est interdit en France. Donc voilà, les manifestants pro-palestiniens qui dénoncent le massacre, etc., ont très peu de chance finalement d'avoir gain de cause puisque le boycott est interdit en France. L'opération militaire est une excuse parce que vous parliez de SodaStream dans le reportage, mais SodaStream a déjà été boycotté plusieurs fois, notamment lors du Super Bowl 2014 où une publicité pour le SodaStream avait été interdite. Avec Scarlett Johansson. Avec Scarlett Johansson, exactement. Et à la suite de cette interdiction au Super Bowl, il y avait tout un mouvement, tout un appel au boycott de la marque SodaStream. Enfin, voilà, donc c'est des excuses qui reviennent régulièrement, mais qui finalement sont souvent des pétards mouillés. Enfin, voilà, ça tombe. Alors Yohan, on va revenir au principal thème qui vous amène ce matin, c'est la consommation, les premiers signes d'une reprise finalement qui apparaissent. Exactement, alors les premiers signes d'une reprise de la consommation, notamment dans les 3 industries les plus touchées économiquement par l'opération militaire, à savoir la distribution, le tourisme et la publicité, qui sont ceux qui ont souffert le plus. Une reprise soudaine apparue la semaine dernière, plus précisément mardi 5 août. Alors mardi 5 août, une date très particulière puisque veille de 72 heures de trêve qui ont marqué donc la semaine dernière, mais également
jour du jeûne de Tisha B'Av, une fête religieuse dans le calendrier hébraïque. Et alors ce qui est très étonnant, c'est que justement habituellement chaque année, le jour de Tisha B'Av est un jour pour la consommation particulièrement difficile, où la consommation est en baisse. Et alors cette année, on a le phénomène inverse. Il faut préciser que ça marque la destruction du temple et qu'en Israël, la veille de ce jour-là, le soir, tout est fermé. C'est ça, tout est fermé. Alors là, le mardi 5 août, en l'occurrence, la consommation a montré ses premiers signes de reprise. Alors pour vous donner quelques exemples, le Gazit Cinema City, un complexe donc de salles de cinéma, a vu son trafic monter à 30 000 visiteurs par jour, alors que l'an passé, à la même période, son trafic oscillait entre 22 000 et 25 000 visiteurs jour. Ou encore, pour le tourisme, le voyagiste en ligne Gulliver a eu 3 fois plus de visiteurs mercredi 6 août que le dimanche d'avant. Donc entre le dimanche et le mercredi, le nombre de visiteurs sur le site de réservation en ligne a triplé. Est-ce que c'est la trêve qui explique cette reprise? Alors en partie, parce que c'est vrai que 72 heures de trêve permet aux Israéliens de reprendre un semblant de vie normale. Et puis il faut aussi préciser que la semaine dernière, nous étions à la 5e semaine de l'opération militaire et qu'après 5 semaines de conflit, c'est vrai que les Israéliens commencent un peu à en avoir marre, commencent à se sentir un peu enfermés. Donc ils ont envie de ressortir, de reprendre un semblant de vie normale et de reconsommer, j'ai envie de dire presque à leur habitude. Alors, on a également Pini Partov, directeur général de la marque israélienne Zebra, qui a été interrogé par le journal Haaretz et qui note que les gens ont marre d'être chez eux, reviennent dans les magasins, même si la durée de passage semble plus courte qu'à l'habitude. C'est-à-dire qu'on reprend la consommation, on se rend à nouveau dans les magasins, quitte à y rester moins longtemps pour des mesures de sécurité. Cyril, à titre privé, Cyril et Rudy, est-ce que c'est aussi ce que vous avez ressenti au bout de 5 semaines de guerre, et en particulier en les ayant couverts sur ces plateaux et en dehors notamment? Vous aviez besoin de reprendre votre consommation, reprendre une vie à la normale? C'est très palpable dans la rue de Tel Aviv, dans les grandes agglomérations israéliennes. On sent ce désir de vie, cette pulsion de consommation après 5 semaines passées presque dans l'asphyxie, avec un quotidien rythmé par les sirènes d'alerte, etc. Donc on sent bien que les Israéliens ont envie de vivre. De manière générale, les Israéliens, c'est un peuple qui endure la guerre depuis plus de 60 ans maintenant. Donc il y a un désir de consommation, presque une pulsion de consommation. Une petite parenthèse, c'est qu'économiquement, ce qui a sauvé Israël de la crise économique, c'était le pari de Stanley Fischer, qui était à l'époque gouverneur de la Banque d'Israël, de parier justement sur la consommation des foyers pour sortir de la crise et pour éviter la crise, pour donner confiance aux consommateurs israéliens et ainsi sauver l'économie israélienne. Donc les Israéliens aiment consommer, les Israéliens sont des boulémiques de consommation. On sait que les Israéliens vivent pour la plupart à découvert, ils partent en voyage à l'étranger, même s'ils ne peuvent pas toujours se le permettre, ils sont dans un restaurant à Tel Aviv, ils sortent, ils veulent vivre tout simplement parce que la pulsion de mort est là, on l'a vu avec les 64 soldats qui ont été tués. On parle toujours de cette résilience, hein, Rudy. Il y a une vraie volonté de retour à la vie et ce qui est intéressant, c'est de voir sur Internet le retour des plaisanteries, c'est-à-dire qu'on était dans une première phase où il n'y avait pas encore l'opération terrestre et là il y avait énormément de plaisanteries, de parodies sur Internet qui circulaient sur le web israélien. Il y a eu une cassure avec les premiers morts, les premiers soldats tués et donc un moment de calme sur Internet où on voyait plus les photos, les images des soldats, les biographies des soldats. Et puis là, depuis quelques jours, on est dans le retour à la plaisanterie, aux parodies, au Tumblr un petit peu, un peu drôle. On est vraiment dans ce retour à la vie. On tire des conclusions, par exemple, sur quelle a été la meilleure chanson du Hamas entre 2012 et 2014. Il y a une sorte de conclusion de ce conflit avec le sourire, c'est-à-dire un vrai retour à la vie qui est souhaité. Il y a la question des réservistes aussi, c'est-à-dire que beaucoup de réservistes ont été mobilisés sur le front ces dernières semaines. Et le retour des réservistes relance la consommation pour une raison qui est simple, c'est que ce sont souvent des pères de famille, donc des chefs de foyer et qui tiennent les cordons de la bourse. Donc voilà, une raison de plus, une fois leur retour à la maison, de consommer, de sortir, mais également peut-être de réserver des vacances pour les semaines qui arrivent. Est-ce que c'est toujours le cas, ce retour si rapide à la vie normale et à la consommation? Alors en tout cas, ça a été le cas lors des 3 dernières guerres en Israël. Et la question est maintenant de savoir si si cette reprise de la consommation va permettre de compenser les pertes engendrées par le conflit. Lors de l'opération Pilier de défense en 2012, la reprise a rapidement compensé les pertes de l'opération. Donc ça, ce fut le cas pour la dernière opération. Par contre, pour l'opération Plomb durci, l'opération avait duré plus de 3 semaines, comme c'est le cas pour bordure protectrice, et la reprise n'avait pas permis de compenser les pertes engendrées par l'opération. Donc on doit attendre encore un peu pour savoir si la reprise va permettre de compenser tout ça.
Et puis il faut aussi préciser que la consommation n'est pas encore totalement revenue à la normale. Alors c'est vrai qu'on voit des gens dans la rue, dans les restaurants, dans les plages, mais il va falloir du temps pour que le rythme de consommation reprenne celui qu'il est censé être en été. D'ailleurs, la compagnie de carte de crédit israélienne Isracard a annoncé que les achats effectués par ses clients ont diminué de 3% par rapport à la même période l'année dernière, donc 3% d'achats en moins effectués par Isracard, et qu'une baisse de la consommation de 7% a été enregistrée lors de la première semaine de l'opération. Voilà, donc les industries les plus touchées repartent doucement. On retrouve des gens dans les restaurants, dans les terrasses de café, parce qu'il y a une urgence de retrouver une liberté qui était absente depuis quelques semaines. Par contre, c'est vrai que par exemple pour les magasins de vêtements, il va falloir attendre un peu plus de temps, parce qu'il y a moins le sentiment d'urgence de s'habiller. Voilà, on compense moins en achetant des vêtements qu'en consommant. C'est vrai qu'il y a urgence d'une part, et puis prudence quand même, parce que la conséquence va reprendre aussi au gré des efforts qui sont faits au Caire pour parvenir à un accord permanent. Dès lors qu'il y aura un accord permanent, vous allez voir que les Israéliens... Mais un autre élément aussi, c'est celui de l'incroyable solidarité du peuple israélien. C'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin de reprendre la consommation pour ses besoins personnels, mais aussi parce qu'on est sensible à ces petits commerçants du Sud notamment qui ont perdu leur salaire du mois de juillet, du mois de juin même pour certains. Et donc, il y a un élan de solidarité des Israéliens qui les pousse à consommer. On a vu si et là... Qui ont fait leurs courses dans exactement, le Sud. Il y a eu récemment à Tel Aviv une espèce de foire, de petits commerçants du Sud, sous le titre « Nous mettons le Sud au centre », donc c'était un jeu de mots, et qui poussait les Israéliens à venir consommer des produits manufacturés justement dans le Sud. On a aussi également une campagne de pub du ministère du Tourisme qui encourage les Israéliens à partir, à faire du tourisme en Israël, d'Afka Israël, précisément à ce moment précis de faire du tourisme en Israël, non pas à l'étranger. Donc il y a effectivement ce paramètre-là de solidarité qui est très important chez les Israéliens. Il y a beaucoup d'appels sur les pages Facebook des Israéliens qui poussent leurs familles, leurs amis à revenir, puisqu'il y a eu énormément d'annulations. On sait que ça va faire du mal au tourisme au mois d'août, c'est-à-dire que beaucoup de secteurs vont être touchés, et on lit beaucoup d'appels à revenir, à reprendre un billet pour Israël par solidarité avec le pays pour ceux qui étaient inquiets. On le voit également avec les touristes qui ont confirmé leurs vacances en Israël et qui l'affirment avec fierté en disant « je viens en Israël et je n'annule pas mes vacances, je viendrai coûte que coûte ». Alors, tous vos propos, voilà de quoi être plutôt optimiste. En revanche, ces indications et ces indicateurs, ils restent fragiles. Exactement. Et sujets à tout changement et à toute rupture de cessez-le-feu. Exactement, ce ne sont que des signaux faibles pour l'instant, et puis il faut préciser qu'ils sont apparus la semaine dernière. 72 heures de trêve dans une semaine, c'est quelque chose qui est très important après 5 semaines d'opération. Donc voilà, il faut rester encore très prudent. Donc une reprise, oui, lentement, on reste prudent. À côté de ça, Danny Michel, directeur général de la chaîne de café Aroma, nous indique que la semaine dernière, dans ses points de vente d'Ashdod et d'Ashkelon, donc dans le sud du pays, il y a eu une augmentation de 30% de son chiffre d'affaires par rapport à la semaine d'avant, même si globalement sur le mois de juillet, ils sont à 20 à 30% de chiffre d'affaires inférieur aux prévisions qu'ils avaient faites. Donc voilà, donc des signaux de reprise, c'est certain. Prudence encore pour cette période et voir ce qui se passera dans les semaines qui arrivent. Et puis on a des cas de solidarité aussi au sein même des petites et moyennes entreprises. Exemple, dans le secteur du tourisme, j'ai entendu dire que dans certaines agences de voyage, les employés avaient accepté le fait de diminuer leur salaire de 10 à 15% et de ne travailler que 4 jours sur les 5 travaillés pendant la semaine. Voilà donc encore un exemple de solidarité pour accuser le coup ensemble face à cette crise en attendant des jours meilleurs. Alors retour à l'actu, justement, on va faire le point sur ces dernières 24 heures. Cette nouvelle trêve de 72 heures qui est entrée en vigueur à minuit, heure israélienne cette nuit. Une délégation israélienne qui est au Caire afin de reprendre les négociations sous l'égide de l'Égypte. La délégation qui était rentrée en Israël vendredi dès la rupture de la trêve par le Hamas et les autres organisations terroristes palestiniennes de Gaza. Et quelques minutes avant cette trêve, une salve de roquettes et de missiles a été envoyée sur le sud d'Israël, notamment Ashdod, Beersheva et des localités autour de la bande de Gaza, mais aussi sur le centre d'Israël où un missile a explosé dans un terrain vague. Et puis au cours du week-end, plus de 150 roquettes ont été tirées sur le sud du pays. L'armée israélienne a bombardé plus d'une centaine de cibles terroristes et cette colère également des habitants des villages autour de la bande de Gaza. Certains parlent de rébellion après que le gouvernement israélien a indiqué qu'ils pouvaient retrouver leur maison en toute sécurité. Et cette nouvelle également qui nous vient de Turquie. Élu président, Erdogan assoit son règne et prêche la réconciliation.
Comme le suggéraient les sondages, l'homme fort du pays a largement devancé ses deux adversaires dès le premier tour de ce scrutin, disputé pour la première fois au suffrage universel direct avec 52% des suffrages. Il propose dans le même temps son aide à la bande de Gaza en gérant administrativement et militairement le port. Voilà donc pour les dernières informations de la nuit et de ce début de matinée. On va tout de suite prendre la direction de la frontière avec la bande de Gaza. On rejoint notre envoyé spécial sur place, Maxime Pérez. Maxime, vous êtes sur place depuis le début de cette opération, depuis presque 34 jours. On vous a vu à la frontière avec la bande de Gaza le matin, le midi, le soir. Ce matin, quelles sont vos impressions? Est-ce que c'est le calme qui règne toujours à la frontière avec la bande de Gaza? Oui, impression de calme. Ce cessez-le-feu en vigueur depuis minuit dure maintenant depuis près de 10 heures, selon toute vraisemblance, comme le précédent cessez-le-feu de la semaine dernière, d'une même durée de 72 heures. L'estimation du côté israélien, c'est que les factions palestiniennes devraient continuer de le respecter. Mais la question que se pose tout le monde ici, à savoir les habitants et même les soldats qui sont encore déployés dans le secteur, c'est évidemment vers quoi se dirige-t-on? Que se passera-t-il mercredi soir à minuit ou plus tard jeudi matin quand cessez-le-feu prendra fin? Y aura-t-il un accord au Caire, ce dont on doute par rapport aux échos que nous recevons de la capitale égyptienne, où les divisions sont encore assez grandes, nous dit-on. Et le cas échéant, alors y aura-t-il de nouveau une escalade? Israël acceptera-t-il de voir ces localités frontalières de Gaza être la cible de façon même sporadique de tirs de roquettes Qassam et d'obus de mortier? Autant de questions qui pour l'instant restent en suspens, et évidemment la réponse est pour l'instant sur le terrain diplomatique uniquement. Alors Maxime, on aperçoit derrière vous ces chars de l'armée israélienne, ces tanks de l'armée avec un campement notamment. Ils sont là pourquoi? Est-ce que les militaires envisagent éventuellement, selon, comme vous le disiez, les évolutions diplomatiques, de voir rentrer une nouvelle fois à Gaza? Oui, ce sont des forces qui sont déployées pour parer à toute éventualité, pour répondre, si besoin était, à des tirs de roquettes, voire même à des incursions terroristes, comme il a pu en avoir dans le secteur ces dernières semaines. Le scénario d'une nouvelle opération israélienne d'envergure, et notamment terrestre, est évidemment évoqué par certains ministres du gouvernement. On pense notamment à Naftali Bennett et à Victor Lieberman, qui prônent la matière forte contre le Hamas, mais on sent depuis le début des opérations un cabinet israélien hésitant sous la houlette du Premier ministre Benjamin Netanyahou et de l'avis des soldats qui sont déployés ici, notamment des troupes de réserve qui sont davantage enclines à parler que les troupes régulières. Eh bien, on ne ressent pas l'imminence d'une opération d'envergure dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ce n'est vraisemblablement pas le message qui est... Pas le message qui est envoyé par les responsables gouvernementaux. Merci Maxime en direct de la frontière avec la bande de Gaza. Cyril, Rudy, Johan, merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est la fin de cette édition. À suivre tout de suite un tout nouveau journal de la rédaction. Je vous souhaite une excellente journée sur i24 News.